Salut tout le monde, c'est Baba pour un nouvel épisode de Baba Versus et on remonte dans le ring, on revient sur le Muay Thai et le kickboxing, donc mes deux disciplines de prédilection. Et je reçois un ami, moi je reçois souvent des amis, vous le savez, mais c'est encore un autre ami, un pote à qui on a grandi dans le milieu du Muay, on s'est toujours un petit peu côtoyé, des fois de loin, des fois de plus près, donc je suis très content de l'interviewer aujourd'hui. On est chez lui dans sa salle de boxing school dans le 20e arrondissement, c'est Hichem Abdelal. Salut Hichem. Salut Baba, Comment ça va? super. Déjà avant tout, j'aimerais te remercier pour ce que tu fais parce que tu mets en avant, les acteurs du Muay en fait, t'es un acteur majeur dans nos sports. On a besoin de ça, de reparler un petit peu des gens qui sont là, qui sont actifs aujourd'hui dans le Muay, que ce soit en compétition ou pas. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être avec toi pour cette interview. Plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah écoute, on essaye, c'est important. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, on essaye. Il y a plein d'histoires à raconter, il y a plein de parcours intéressants et qui sont pas assez mis en lumière. Tout est intéressant à raconter, toutes les histoires sont intéressantes et donc tant qu'on peut le faire, écoute, on va continuer de le faire. C'est cool. Et moi, ton parcours, j'ai toujours suivi. Tu verras, il y a plein de choses. Souvent, je fais exprès de ne pas tout dire avant qu'on fasse des interviews parce que je veux garder certaines surprises. Justement, je sais même pas ce que tu sais de moi, je sais même pas si tu m'as déjà vu boxer, même, là je où sais même pas. C'est là où tu vas comprendre que c'est un peu plus lié que ce que tu crois. Ok. Mais on va commencer, ça commence toujours de la même manière, Baba Versus. C'est quoi ta première rencontre avec les arts martiaux? Alors, moi, j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 10-11 ans. Ouais. Voilà. Déjà, dès tout petit, on a essayé de me baigner dedans parce que mon père était boxeur. Ok. Voilà, il faisait de la boxe anglaise en Égypte, Ouais. à un niveau amateur. Et il a toujours voulu me mettre dedans. Ça m'intéressait pas plus que ça, tu vois, parce que à l'époque, on n'avait pas accès aux médias, il n'y avait pas YouTube, etc. Ouais. On ne savait pas trop ce que c'était que la boxe. Moi, pour moi, la boxe, c'était juste Mohamed Ali. Ouais. C'était rien de plus que ça. Ouais. Et j'étais plus attiré, sans te mentir, par Jackie Chan que Mohamed Ali, tu vois. Par tout ce qui est coup de pied, des sauts, des trucs artistiques, des trucs jolis à voir. Donc j'ai pas suivi mon père dans son chemin de la boxe dès mon plus jeune âge. J'ai fait du foot un peu comme tout le monde. Et très rapidement, j'ai vu qu'en fait, je voulais me diriger vers un sport individuel. Ok. Tu vois, où si tu réussis, c'est grâce à toi. Tu réussis pas, c'est à cause de toi. Pas à cause d'une équipe, pas à cause d'un, tu vois. Très tôt, j'ai eu cette mentale et je savais pas quel sport de combat faire. Ouais. Tu vois. Et faut un peu se rendre compte du truc, c'est un peu compliqué ce que je t'ai dit, mais aujourd'hui, on a accès à l'information très rapidement et très facilement. Moi, à l'époque, pour savoir quel sport de combat j'allais faire, c'était à la Fnac, je crois, j'allais à la Fnac, je prenais des livres genre sur les arts martiaux, tu vois, pour voir les différents arts martiaux, et je regardais les photos. Ouais, ok. Tu vois. Ouais. Et je me souviens très bien que j'étais passé sur la page Box Thai, Ouais. et tu vois une photo où il y a un mec qui se prend un low kick, qui bloque, en gros tu vois un tibia contre tibia. Ouais. Et tout de suite je me suis dit, waouh, ça fait mal, ça je veux pas le faire, tu vois. Donc j'ai zappé la Box Thai direct, et je suis tombé sur une photo taekwondo, Ouais. et je vois un mec faire un coup de pied retourné sauté, trop beau, magnifique, et tout de suite je me dis, j'ai envie de faire ça. Ok. Donc j'ai commencé par le taekwondo, Ouais. à l'âge de 11 ans. Super sport, j'ai beaucoup aimé. Mais taekwondo, tu sais, t'as les passages de grade. Ouais. T'as les ceintures, et il faut avoir une ceinture minimum pour pouvoir prétendre à la compétition. Moi, j'étais bon, j'étais franchement bon. Déjà parce que j'avais un avantage, parce que j'étais très grande taille. Ouais. Très grande taille. J'avais presque la même taille à 11 ans, tu vois. Ah, T'imagines. ok. Donc du coup, c'était assez facile pour moi. Donc avec mes jambes, j'étais tout le monde à distance. Ouais. C'était cool, c'était bien. Mais je voyais que j'allais pas avoir accès à la compétition rapidement. Et moi, je voulais du contact tout de suite, tu vois. Donc au bout de 2 ans, je me dirige vers le kickboxing. Ouais. Voilà, où je me suis dit kickboxing, ça va, c'est moins méchant que la boxe taille. Ouais, ça a l'air en tout cas. Enfin, ça a l'air, c'est ce que je m'étais dit, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Pas du tout, au final. Pas du tout. Donc je commence par le kickboxing et vu que j'avais déjà commencé par le taekwondo, j'avais déjà pas mal de bases avec mes jambes. Ouais. Donc je me servais de ça. Et très rapidement, le coach de l'époque, donc mon premier coach de kickboxing, c'était Patrick, qui me dit, écoute, franchement, t'es bon, t'es pas mal, ça fait 2 ans que je prépare une équipe, on va partir au championnat de France, ça te dit de venir avec nous? Oh. Tu sais, après 2 mois de pratique. Ouais. Il me dit ça, il me sauce à mort et tout. Oh, championnat de France, pour moi, c'est un truc de fou. Ouais, c'est mortel quand même. Et au bout de 6 mois, on y va. Je fais mon championnat de France, éducatif. Hein. Ouais. Et donc c'était à la touche et tout. Donc comme je te disais, j'étais très grand, je tombais avec des mecs très petite taille. Je fais, je sais pas, 2-3 combats, ultra facile. Je gagne champion de France. Ouais. Facile.
Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est ce que je veux. En fait, tu vois, c'est un sport où je compte que sur moi. C'est un sport où il y a du contact, où tu peux t'exprimer pleinement. Ça y est, tu vois. Ouais. Et à partir de ce moment, ça y est, j'ai commencé à avoir plein de rêves. Je voulais être champion du monde. Tout de suite. Tout de suite, Tu penses direct. pas, tu sais, étape par étape ou non? Non, C'est bah, tout de le suite, problème, ouais. c'est que, comme je te disais, on n'avait pas accès à l'information. Donc déjà, Ouais. je connaissais même pas les étapes. Ouais. Je savais même pas comment faire pour être champion d'Europe, ni champion du monde. Ouais. Et moi, tu vois, avec, voilà, avec ma petite mentalité de petit enfant de 13 ans, je me suis dit, j'ai été champion de France très rapidement comme ça, je vais pouvoir être champion du monde en 2 ans. Tu vois. Je savais Ouais. pas comment les choses s'est passées. Ouais. Et je me rappelle, donc juste après le championnat de France, c'était les vacances d'été. Donc j'ai passé 2 mois à m'entraîner tout seul. Ok. À courir comme un ouf, à faire des footings, etc. Ouais. Et je me souviens, au mois de septembre, je reviens à la salle et tout. Donc je vois Patrick et je lui dis ouais, c'est quoi les prochains combats? Et là, il me dit allez, calme-toi, doucement, tranquille, Ouais. tu vois, il essaie de me recadrer. Après, Il me dit tranquille, attends, on va reprendre, vas-y doucement, tu vois. Alors que moi, je voulais tout de suite, tu vois. Donc j'ai continué à m'entraîner, aussi sérieusement, même plus sérieusement que la normale. Et rapidement, Patrick m'a dit quelque chose qu'aucun de mes coachs m'a dit et que je n'oublierai jamais de ma vie. Et pour ça, je lui dois un respect éternel. Il me kiffait énormément, hein, et il me dit « Hichem, tu devrais changer de club ». ok. Dès qu'il m'a dit ça, je l'ai super mal pris, tu vois. Tout de suite, comment ça, changer de club? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Tu vois, je suis là à l'heure et tout. Il me dit non, t'as pas compris. Là, en fait, on est dans un club de loisirs. Ouais. Il y a 2 entraînements par semaine. Toi, je vois que tu veux faire de la compète, tu veux aller loin. Tu devrais te trouver un club où ça s'entraîne tous les jours, où il y a des combats beaucoup plus réguliers. Voilà, tu vas perdre ton temps ici. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était Ouais. ouf que quelqu'un te dise ça, tu vois. C'est très honnête. Il C'est n'y a pas beaucoup de coachs qui le feraient. En Aucun. tout cas, de cette génération. En tout cas, de cette génération. Je sais même pas si moi je serais capable de le faire, dans le sens où tu montes quelqu'un, tu as entre guillemets hein, une pépite, ou en tout cas quelqu'un qui peut le devenir, Ouais. et tu es prêt à t'en débarrasser pour son bien. Ouais, c'est rare. Et j'ai mis du temps à réaliser, à comprendre le message qu'il a voulu me faire passer. Ouais. Et aujourd'hui, je continue à le réaliser. Et je me dis franchement, Non, respect, c'est clair, respect. fort. Je te l'ai dit, hein, c'est délicat déjà en tant que coach quand tu veux former quelqu'un parce que tu vas avoir certaines aspirations. Bien sûr. Mais il y a quelques coachs comme ça de l'époque qui le faisaient dans une époque où la plupart des coachs étaient assez possessifs. C'était vraiment. Exactement. Tu commences avec moi, tu finis avec Ah, moi. ouais. et Ah, limite, surtout à l'époque. Voilà, t'ouvres pas ta salle, tu restes avec moi, tu Ah, t'ennuies. ouais. Et ton avenir, c'est d'être teneur de power dans ma salle. Hein. Exactement. Tu vas pas aller Exactement. ailleurs, donc, Exactement. Et du coup, tu vas où après ça? Bah après ça, je lui dis que je veux quand même continuer Ouais. dans ce club qui était le Pitbull Boxing Club. Ouais. Voilà, c'était un club de mon quartier, donc dans le 18e, dans le quartier de la Goutte d'Or. Donc je lui dis que je voulais continuer. Il m'a dit non, mais tu continues avec nous, il n'y a pas de problème, je te vire pas, mais trouve un autre club en plus. Ok, ouais. Et bah, là, je savais pas trop aussi où me diriger. Pareil, hein, c'est pas accès à l'information. Donc pour te dire, hein, pour trouver un club de boxe thaï, je partais à la mairie récupérer un document qui s'appelait le guide du sport. Exactement, j'allais dire. Tu te rappelles de ça? Ouais, pareil. Je sais même pas si ça existe encore. Je crois pas. C'est une espèce de guide, une espèce de Ouais. petit annuaire où tu as justement le référencement de tous les clubs. Adresse, Exactement, c'est ouais. ça. Donc je prenais ça, je lisais, et là je commençais à bon, voilà, c'est un peu relou, je vais aller où? Il va falloir que je prenne les transports. Tu sais, j'étais jeune. Et là je tombe un peu par hasard sur un entraîneur de boxe thaï qui s'appelle Mohamed Jami. Ok. Je sais pas si tu connais. Ouais. Voilà, Mohamed Jami, donc qui avait un club qui s'appelait le Jaguar Ouais. à l'époque. Et j'ai parlé avec lui et très rapidement il a compris ce que je voulais. Voilà. Mhm. Donc je pars chez Mohamed Jami, donc je découvre la boxe thaï, c'est à ce moment où je commence donc la boxe thaï. Ouais. J'étais déjà champion de France en kick, donc je commence la boxe thaï. Et Jami, il m'a donné ce que je voulais. Il m'a donné même plus, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'à 15 ans, il me dit il y a un combat, j'arrive chez lui, au bout de 2-3 mois d'entraînement, il me dit c'est bon, il y a un combat la semaine prochaine. Oui, on dirait. Super content, la bombe et tout. Donc j'arrive et tout, on compète. C'était un gala, j'étais chez Quider à l'époque, c'était à Nanterre. Ouais. C'était un interclub. Ok. Et tu sais, quand t'es en éducatif, tu boxes par tranche par tranche d'âge de 2 ans. Ouais. Ça veut dire que les 11 ans boxent avec les 11-12 ans, les 13 ans boxent avec 13-14, etc., etc. Donc moi, voilà, j'avais 14 ou 15 ans, je me suis dit, je vais boxer un mec de 14 ou 15 ans. Ouais. Maximum 16, tu vois. Donc je me pèse, les mecs se pèsent, je vois aucun enfant. J'en vois aucun. Ouais. Et je vois un espèce de daron barbu qui fait à peu près mon poids. Ouais. Je me dis, de toute façon, c'est pas ma caté. De toute façon, Ouais. on n'a pas le droit de boxer Voilà, ensemble. c'est un adulte. C'est impossible.
Et la pesée se termine, je vais voir Jamie, je lui dis, mon boxeur n'est pas venu. Il me dit, si, ton boxeur, il est venu. Non, je suis sûr, il n'y a aucun enfant. Si, t'inquiète. Et quand je me rends compte qu'en fait, je devais boxer le daron, là, tu vois. Je dis à Jamie, je dis, mais c'est un daron. Ouais. Je dis, c'est pas la même catégorie. Ouais. Attends, en catégorie d'âge, j'avais peut-être 4 ou 5 catégories d'âge, tu vois. Et il me dit une phrase aussi que j'oublierai pas. Il me dit, quoi, il a de la barbe, c'est ça qui te fait peur? Si tu laisses pousser, toi aussi, t'auras de la barbe, tu vois. Je me suis dit, ok, il est bon, lui. Donc, je fais ce premier combat qui se passe bien, qui se passe super bien. Et comme je t'ai dit, tu vois, j'avais 15 piges, mais on dirait pas, tu vois. Ouais. J'avais 15 piges, on dirait que j'en avais 30, tu vois. J'étais grande taille, je faisais 86 kilos. Je boxe, ça se passe super bien. Et là commence ma carrière en boxe taille où tout se passe très bien. Ouais. Donc, un deuxième combat, un troisième, un quatrième, où je gagne tous mes combats avec Jamie et à un moment, il ferme sa salle. Ok. Voilà. Il ferme sa salle. Moi, j'avais commencé à prendre le rythme de m'entraîner tous les jours. Continuer en kick. Derrière ça, je continue à boxer en kick au championnat de France avec Patrick. Patrick et Reda, parce que Reda était à l'époque aussi son assistant coach. D'accord. Et donc, je continue. Petit à petit, Patrick se retire du Pitbull Boxing Club. Ouais. Donc, c'est Reda, son assistant, qui reprend le club. Donc, c'est bien le club de Reda et qui s'appelle aujourd'hui la Red Steam. La Red Steam, ouais, exact. Voilà. Donc, je continue avec Reda. Et à ce moment-là, donc, je dois retrouver un autre club de boxe taille où il y a plus de créneaux. Et c'est là où je découvre, où je rencontre André Zitoun. Ouais. Voilà. André Zitoun, je ne le connaissais pas plus que ça, mais j'avais entendu parler de sa carrière. Je connaissais Skarbowski. Ouais. Oui. Voilà, je connaissais Skarbowski. Et ça me suffisait pour me dire que c'était un entraîneur de champion et qu'on allait aller dans la même direction. Ouais. Voilà, donc je me présente à André et le feeling, il passe direct. Ouais. Tu vois. Et quand je dis feeling, c'est même pas feeling entraîneur-boxeur, c'est vraiment le feeling... la connexion humaine, elle se fait direct, tu vois. C'est-à-dire, on parle vite fait, et au bout d'une demi-heure, on commence limite à se charrier, on rigole de fou, je rigole grave à ses blagues, il rigole grave à mes blagues. Il est bien plus âgé que moi, mais j'ai l'impression que c'est un mec de mon âge, tu vois. Là en plus, André, tu vois. Et il est bon délire, il est grave bon délire. Donc là, je commence avec André, pareil, ça se passe super bien. Il m'inscrit au championnat, pareil, donc je gagne aussi mes combats avec André. André, pareil, qui a ses assistants, qui sont Chiki et Luc. Ouais. Qui m'ont aussi accompagné dans certaines compétitions. Donc pareil, je gagne des compétitions assez prématurément. Et là, il y avait une fédé qui s'appelait la FBT MTDA. Exactement, ouais. Voilà. C'était l'autre fédé, on l'appelait. Voilà, c'est ça, l'autre fédé, ouais. Parce qu'il y avait la FMDA et celle-là, c'est ça. Et aujourd'hui, tu sais, il y a différentes classes. Il y a classe C, classe B, classe A, donc amateur, semi-pro et pro. Alors que dans cette fédé, c'était pas ça. C'était soit amateur, soit pro. Exact, ouais. Voilà. Ben moi, je venais à peine de passer en senior, donc je venais d'avoir 18 ans, donc je fais mon premier combat amateur, et là il y a une compétition, on nous propose, c'est les qualifications pour les championnats du monde amateurs en Thaïlande. Ouais. Et là André me dit, ça te dit de le faire? Et là je me dis, waouh, truc que j'ai toujours rêvé de faire, attends, je vais partir en Thaïlande, tout ça, et moi je me voyais déjà être champion du monde, je me suis dit c'est bon, ça y est, on y est. Donc j'arrive, et dans cette compétition, un truc un petit peu bizarre, c'est que tout le monde avait le droit de s'inscrire. Autant les amateurs que les pros. D'accord, ouais. Tu vois? Ouais. Donc, c'est-à-dire que les compétitions se faisaient dans les règles de l'amateur, à savoir protection, 3 rounds, mais le niveau n'était pas forcément amateur. Ça n'a d'amateur que le nom, je dis toujours, ces championnats-là. C'est un peu comme si je parlais des Jeux Olympiques en boxe anglaise, parce que les gens ne comprennent pas, ils me disent, ouais, c'est des amateurs. Genre, limite, c'est des débutants. C'est le nom qui est amateur. Mais t'as des mecs qui restent en amateur toute leur vie. Voilà, c'est ça. Et qui ont des niveaux bien plus intéressants que les pros. Exactement. Tu vois, c'est juste le format. Ouais. Et donc, on m'inscrit, je me rappelle, c'était à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Ouais. Donc je pars avec Luc et Chiki, André n'avait pas pu venir donc ce week-end-là. Donc tu vas là-bas, tu te pèses, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Ouais. Tu sais même pas qui tu vas boxer. Hein. Tu te pèses, on verra qui y a. Donc j'arrive, donc il y a pas mal de monde, je me pèse, je vois pas mal de gens de ma catégorie, ok. Et le soir même, ensuite, tu vois, ils affichent les tableaux, savoir qui boxe contre qui. Et donc moi, comme je te disais, pour revenir à mon niveau de l'époque, c'était donc mon premier combat adulte, amateur, ok. Ouais. Et là, je vois que plein de gens s'effacent de la liste et qu'il reste un seul boxeur. Ok. Moi, tout ce que je vois, c'est c'est-à-dire que je fais un combat. Tu fais un combat. Je suis en équipe de France. Je pars en championnat du monde. Direct. Mais qui que ce soit, je vais le manger. Mais qui que ce soit, ça va être la guerre. Et donc, je connaissais pas les noms à l'époque et tout. Et je vois le nom, c'était Carl Cincinnatus, il s'appelait. Je me rappelle très bien.
Et donc j'appelle André, parce qu'André j'avais au téléphone et tout, ouais, André et tout, ouais, comment ça se passe? Donc je lui raconte. Donc j'ai qu'un seul mec, moi je suis super content, tu vois, je suis super excité. J'ai un combat à faire, je vais tout. Il me dit attends, c'est qui le mec que tu vas boxer? Et donc je lui donne le nom, je lui dis c'est Karl, je termine même pas son nom de famille. André il me sort quoi? Oh merde. Tu vois? Et je lui dis pourquoi? Comment ça merde et tout, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit bah en fait le mec c'est le champion de France pro actuel, en titre. Ok, d'accord. Ouais. T'imagines, tu vois la différence de niveau? Premier combat senior. Voilà, le mec il avait presque 30 piges, peu importe l'âge, mais en tout cas il avait déjà pas mal il y avait de l'expérience, il y avait déjà une ceinture et tout. Et là André me dit, tu veux le faire ou pas? Et tu vois, moi je comprends pas, je dis mais de quoi tu parles André? Comment ça je veux le faire ou pas? Bien sûr que je veux le faire. Il me dit ok bah vas-y. Tu vois, alors vas-y alors, n'aie pas peur, c'est un homme comme toi et tout, mais j'ai jamais eu peur. Mais bien sûr que je vais le faire, tu vois. 18 ans, voilà, j'ai juste plein de motivation. J'avais pas du tout le truc de ce qui va se passer, je vais prendre un KO, je pensais pas du tout à ça. Oui. Et c'est ce qui fait qu'en fait, je crois qu'en vrai, c'était mon adversaire qui était plus pressionné que moi. Parce que lui, il allait boxer un mec ce que j'allais dire. Qu'il connaît pas. Toute la pression, elle est sur lui. Ouais, mais tu le réalises pas, ça, tu vois. Lui, il boxe un gosse. Voilà, il boxe un gosse. Moi, j'ai rien à perdre. Ouais. Que je gagne, que je perde, dans tous les cas, j'ai boxé champion de France en titre. Exactement. Voilà. Mais moi, dans tous les cas, il était hors de question de penser à je vais perdre. Ouais. Tu vois, moi, c'était je vais gagner, j'étais sûr de gagner. Donc, c'était le lendemain, le combat, en boxe, et je lui laisse aucune chance. Ouais. Je lui laisse aucune chance. Franchement, j'ai fait le chacal, mais comme jamais. À peine le gonga retentit, je lui ai sauté dessus, tu vois. Ouais. Donc, j'ai super bien boxé, j'étais en pleine confiance, je gagne mon combat. Ouais. On me lève le bras, et là, j'ai waouh, tu vois, ça y est, je vais partir en équipe de France, en championnat du monde et tout. Ouais. Et donc, je suis super content. Le championnat du monde, ça devait se faire 2 mois après. Et donc je m'entraîne, super motivé et tout. À un moment, je me fais une petite blessure au genou. Ouais. Tu vois, pendant l'entraînement, je sens un petit crack au niveau de mon genou. Mon genou gonfle comme une pomme de terre. Je ne veux même pas savoir ce que c'est. Je pars au championnat du monde. Ouais. Ne me raconte même pas. Je vais même pas chez le médecin. Je ne veux même pas savoir ce que c'est. Je vais mettre de la glace, ça va partir. Dans 2 mois, j'ai mon championnat du monde. De toute façon, c'était ton objectif, tu étais déterminé. Voilà. Un jour, j'arrive à la salle, je suis André, super content, ça va et tout. Et André direct, il me dit Hichem, tu pars pas en Thaïlande? Ah ouais. Je dis quoi? Il me dit tu pars pas en Thaïlande. Je dis non, mais comment ça je pars pas en Thaïlande? J'ai gagné, je vais partir. Je comprenais pas. Et là, il m'explique que. Putain, c'était un truc dur ça. Ouais. Il m'explique qu'en fait, l'année dernière, dans la sélection de l'année précédente, dans ma catégorie, il y avait un mec qui s'appelait Franck Pambia. Ouais, je me rappelle de lui. Voilà. Ouais. Qui a été médaillé d'argent. Ok. Et ils se sont dit que vu que c'est lui qui avait fait le meilleur résultat, il ne voulait pas prendre de risque, de prendre un nouveau comme moi, tu vois, parce que j'ai juste fait un combat, il ne m'avait pas vu cette fédé. Ouais, okay. Ils se sont dit limite c'est un coup de chance qu'il ait gagné contre Carl Cincinnatus, le Hichem, on va pas le ramener lui en Thaïlande alors qu'on en a un qui l'année dernière. Donc là moi je deviens fou, tu vois, injustice de fou. Et là je commence à leur dire non mais attendez, on fait un combat limite dans une cave, moi et Franck Pambia, vous allez voir que je suis plus fort. Ouais. Vous voulez rien savoir, tu vois, il n'y a même pas eu d'explication. Et je trouvais ça vraiment très 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 dégueulasse. Tu vois, ça a été hardcore. Ouais. C'était le problème avec toutes tes compétitions amateurs internationales, avec les différentes fédérations. Parce que les 3 fédérations qui existaient à l'époque, la FMDA, la FFSCDA et celle-ci, la FBT, les 3 ont participé à des championnats amateurs différents. Ouais. Et les 3, ça a toujours été très compliqué. Les sélections, il y a toujours eu des polémiques, des choses comme ça, parce qu'il y a eu, on va dire la vérité, il y a eu des préférences, il y a eu des choses. Mais bien sûr. Mais moi, je connaissais pas tout ça, moi, à l'époque. Bah non, tu peux pas savoir. Moi, je connaissais pas tout ça. Ouais. Et dans ce cas-là, s'il y a des préférences, faites-les dès le début. Ne nous dites pas, allez faire un championnat qualificatif. Il faut organiser ça, c'est d'ailleurs que tu vas sélectionner un boxeur. Et ils l'ont fait encore récemment, ce genre de choses. C'est ouf. Ouais. Alors, est-ce que c'est pour se donner je sais pas, de se donner, pas une crédibilité, mais de se dire, voilà, on fait les choses correctement? Ouais, c'est peut-être. C'est pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été dégoûtant. Franchement, ça a été dégoûtant. Et je l'ai très très mal pris ce truc-là. Je l'ai très mal pris, j'ai eu du mal à rebondir après ça, tu vois. Ouais. Et je me rappelle comme si c'était hier, tu vois, un jour je pars au bled avec mon père et tout. À l'époque, il y avait karaté Bushido. Ouais. Donc je m'arrête au kiosque de l'aéroport, je prends le karaté Bushido, j'ouvre la page box taille. Il y avait toujours 1 ou 2 pages qui étaient dédiées à la box taille, tu t'en souviens? Ouais. Et là, je vois résultat des championnats du monde amateur. Ouais. Et là, je vois une phrase, c'était écrit mot pour mot. Je me rappelle comme si c'était hier, je te parle de ça il y a... Je sais pas, il y a combien d'années, mais en tout cas, ça remonte à très longtemps, quoi, tu vois. J'ai 39 ans aujourd'hui, j'avais 18 ans. Il y a écrit « Très bon résultat de l'équipe de France. Et oui, effectivement, nous ne nous sommes pas trompés. Nous avons bien fait de resélectionner Franck Pambia, qui avait été médaillé d'argent l'année dernière, et qui vient de décrocher la médaille d'or. » Et tu vois, je me suis dit « Merde, en fait, ça veut dire qu'ils sont contents de ce qu'ils ont fait, quoi, tu vois. »
Eux, ils sont contents. Ah, eux, ils sont contents. Toi, ça te soulage pas de se dire, bon, pas au moins, le mec, comment il ça a peut me fait une médaille soulager? Mais comment, au moins? Ouais. Le mec, il n'est pas venu se présenter Ouais, je au comprends. championnat qualificatif. Ouais, ouais. Ils l'ont sélectionné d'office. Ouais. Tu vois, c'est dégueulasse. Ouais, c'est clair. Ah, je l'ai mal pris, franchement, sale. Sale, sale, sale. Donc, du coup, bah, j'ai continué à m'entraîner. Et au final, la petite blessure dont je te parlais juste avant de partir au championnat du monde, bah, c'était pas une petite blessure. C'était un ligament croisé déchiré. Ah ouais, ok. Et le fait de me déchirer un ligament et de m'appuyer que sur l'autre jambe, je me suis repété l'autre Ouais, jambe en c'est- ligament bah, croisé. ça, c'est logique, J'arrivais ouais. plus à marcher. Ouais. Je me suis fait opérer. Et donc, du coup, j'ai perdu un peu de temps, etc. Voilà, donc le truc, il s'est un petit peu éteint. Bah, après, on a repris la compète et tout, avec André. Et j'ai resuivi le schéma classique, amateur, semi-pro, etc. Je gagnais tous mes combats, mais j'en avais pas beaucoup. Oui, dans ces KT, il y avait peu de combats. Alors, il y avait peu de combats, Ouais. ça c'est vrai. Mais le souci que j'avais, c'est que moi, on m'inscrivait qu'au championnat de France. Ok. On cherchait pas autre chose. Ouais, pas les galas, pas les choses comme ça. Je me souviens d'une année où je me suis entraîné tous les jours. Ouais. Quand je dis tous les jours, c'est comme un fou. Ouais. Où j'avais au final pas d'adversaire. J'avais qu'un seul adversaire à boxer en finale. Ouais. On me disait, bah, ça va, au moins tu as un combat à faire, tu gagnes ton titre. Oui, mais c'est pas. C'est pas gratifiant, ça m'intéresse pas, je m'entraîne pas 1 an pour ça. Le jour du combat, le mec il se présente même pas. Ah ouais, donc tu vois. Donc j'ai fait 1 an dans le vide. Ouais. Ouais. Tu vois. Donc au final, je boxe pas beaucoup. Ouais. Mais en poids lourd, tu vois, même si t'as pas beaucoup de combattants, tu boxes tout de suite les plus forts. Ça, par contre, ce que j'allais dire, il y a peu d'adversaires, mais c'est que l'élite. C'est que l'élite, exactement. Et l'élite, je l'ai battu. Ouais. Je l'ai battu que dans des championnats de France. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai battu des mecs qui ont été champions d'Europe, qui ont été champions du monde. Ouais. J'en ai battu un qui a été classé numéro 4 au Glory, Zinedine Amerlin. Ah, Merlin, ouais. C'est pas n'importe quoi. Ouais. Mais moi, j'ai jamais eu l'occasion, ou en tout cas l'opportunité, de boxer pour une ceinture ou de boxer pour des gros événements. Tout ce qu'on faisait, moi, on se contentait de m'inscrire au championnat de France Ouais, et c'est tout, ouais. et on verra s'il y a des adversaires ou pas. Bah, c'était le problème aussi à notre époque d'avoir des coachs managers qui géraient Ouais. les salles Ouais. avec je ne sais combien de licenciés, avec Ouais. tous les problèmes. Bah, tu le sais, aujourd'hui, Bah, tous ça, les je problèmes comprends. inhérents à cela. Ouais. Et en vrai, t'as pas vraiment quelqu'un qui va s'occuper de ta carrière, malheureusement, tu vois. Et donc, Ouais. c'est vrai que tu vas rater des opportunités. C'est ça. Là, t'en parles, j'ai même pas besoin de te poser la question. Évidemment que c'est un regret. À mort. Ouais. À mort, on y viendra plus tard, mais c'est la raison principale pour laquelle j'ai ouvert une salle aujourd'hui. Ouais. C'est ma motivation principale. Mm. Bien sûr que j'ai des regrets, parce que, en fait, je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Je comprends la difficulté. J'en veux à personne, à aucun de mes coachs. Tout le monde a fait son travail comme il a pu le faire ou comme il devait le faire. Mais je pense qu'il y avait quand même plus à chercher. Oui. Il y avait moyen de gratter plus. Parce que des mecs que j'ai boxés, ils ont eu ces opportunités. Et s'ils les ont eu, personne n'est venu taper à leur porte. Tu vois, quand tu veux du travail, tu vas le chercher. Oui, oui, oui. Et puis on va pas se mentir, je vise personne nommément ou tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais forcément, tu vas voir des gars que tu sais que t'es meilleur, que tu sais que et qui va se balader avec une ceinture de. C'est un peu, ça va paraître méchant ce que je vais dire. Mais tu vas voir un mec se balader avec une ceinture de champion du monde et tu peux pas t'empêcher de penser de ouais, bon c'est un peu si lui il a réussi à avoir une ceinture, moi j'en aurais 4 là aujourd'hui, tu vois. Si on C'est m'avait ça. donné les opportunités. Donc c'est normal d'être frustré par rapport à ça. Tu penses qu'on est toute une génération sacrifiée comme ça? Franchement, il y a énormément de talents gâchés en boxe taille. Mais tu flippes. T'en as interviewé certains qui ont quand même fait une très belle carrière. Ouais. Mais moi, là, il y a quelqu'un que j'ai devant moi, là, c'est Khalid Bibi, Ouais, bah oui. qui a quand même eu des titres. Il a été champion d'Europe. Je sais pas si il a été champion du monde. d'Europe, ouais. Champion d'Europe. Ouais. Mais je vois des mecs qui ont 56 000 ceintures de champion du monde, qui n'y arrivent pas à la cheville. Qui n'arrive pas à l'orteil. Mais jamais de la vie. Et Un le mec seul comme championnat Khalid du monde Bibi, qu'il a c'est... disputé, c'était contre un tueur et il faisait le ramadan, il jeûnait. Ouais. Il était dans des conditions merdiques, en Hollande, à l'extérieur. Et encore, le combat, si vous regardez, Tu vois. le gars. Lui, pour moi, c'est un talent gâché sans être gâché, parce qu'il a quand même été champion d'Europe, etc. Mais je le connais. Et c'est un mec qui m'impressionne bien plus que ce que je vois en vidéo aujourd'hui. Hein. Ouais, je comprends. J'ai tourné avec lui. Et le mec, il a un coup d'œil, il a un talent. Je veux pas exagérer, sans exagérer. Hein. C'est un Ronaldo. Oui. C'est le Ronaldo de la boxe taille. Ah, tu l'appelles comme ça? Entre nous tous. Bah voilà, tu vois, Comme pour moi tu c'était un sais. petit peu osé de dire ça, mais je le dis. Non. Mais moi je le dis sans aucun mal. C'est sans aucune difficulté. C'est le Ronaldo de la boxe taille, ce mec-là. Il y a beaucoup de combattants, et c'est aussi en partie pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Il y a beaucoup de combattants qui sont exceptionnels, réellement, Mhm. mais qui sont anonymes. Qui ont Exactement. fait une carrière anonyme, qui sont anonymes aujourd'hui quasiment, dont on ne connaît pas le parcours parce Ouais. que malheureusement il n'y a pas eu toutes les opportunités comme ça. Et puis aussi, il faut dire la vérité, c'est qu'à cette époque-là, Ouais. parce qu'il y avait des galas, c'est pas les galas qui manquaient en fait. Ouais. Des galas, il y en avait souvent. Bah tu vois, Il y regarde. avait des gros organisateurs, Ouais.
Mais c'était toujours les mêmes équipes qui tournaient dans les gars. Tout le temps. Tout le temps, les mêmes têtes sur les affiches. On dirait qu'ils prenaient les affiches, qu'ils gardaient les mêmes, qui modifiaient juste les dates. Ouais. Ah, je me rappelle, c'était toujours les mêmes ouf. têtes. C'est toujours les mêmes têtes. Ouais. Mais après, la faute à qui? Pourquoi? Donc, c'est pour ça qu'après, à ce moment, très jeune, j'ai essayé aussi de comprendre des choses par moi-même. Ouais. Là, l'arrivée des médias commençait à avoir Facebook. Ouais, c'est Tu vrai. vois, Facebook a C'est commencé un à gros avoir. outil à l'époque. Donc, je pouvais commencer à parler avec certaines personnes. Je me suis retrouvé à parler avec le manager de Boakao. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils étaient accessibles tous. Tout le monde est accessible. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre certaines choses qui, honnêtement, m'ont plus dégoûté qu'autre chose. Ouais, je comprends. J'ai commencé à comprendre certaines choses. Waouh! C'est, Waouh! Je prendrai un exemple, je vais te le dire. Hein. Ouais. Choquant, sale. Ouais. Donc, en fait, voilà. Donc, comme je t'ai dit, pour revenir un peu sur ma carrière, donc je continue, donc je boxe. Donc, dans mes championnats de France, je boxe quand même les meilleurs. Ouais. Je bats quand même les meilleurs. Ouais. Et j'arrive en pro. Donc, je commence à prendre contact un peu avec tout le monde, essayer de comprendre comment ça se passe. Comment accéder à une ceinture européenne ou mondiale, Ouais. internationale. Comment ça se passe? Et donc là, je contacte un président de fédération. C'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui détiennent les ceintures. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et je lui demande clairement, voilà, j'ai tel niveau, j'ai battu un tel. J'aimerais être champion d'Europe. C'est quoi l'étape à suivre? Ouais. Et il y a une inscription, il y a un truc à faire et tout. Écoute bien ce que le mec me dit. Le mec, il me dit, ok, moi, ma ceinture, elle vaut tant. Voilà. Trouve un organisateur de gala qui est prêt à mettre tant. Trouve un adversaire et boxe pour la ceinture. Ouais, c'est tout. Et tu choisis qui tu veux. Waouh, c'est-à-dire que c'est à moi d'organiser mon championnat d'Europe. Donc c'est ça, donc tu deviens champion d'Europe comme ça. Ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en vrai, champion de France, ça a de la valeur. Mais c'est Ça a pas bien plus de valeur que certaines ceintures européennes en ou mondiales. France, surtout en France. Mais surtout en France. Ça a bien plus de valeur. Bien sûr que oui. Championnat de France, des gens qui s'inscrivent, tu es obligé de les battre, il y a des tours. Tu vois, quand tu as ton titre, il y a le mérite. Et tu gagnes. 0. Ah oui, tu gagnes la ceinture. Oui, Tu certes. gagnes la ceinture. En tout cas, financièrement Mais parlant. financièrement, il n'y a rien. Que dalle. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, donc en vrai, non, j'ai pas forcément envie d'être champion. En tout cas, j'ai pas envie d'être champion d'Europe, champion du monde comme ça. Ouais. Et c'est là, après, les grosses organisations sont arrivées, comme par exemple le Glory. Et ça, je me suis dit, ouais, bah, demain, si oui, t'es champion du Glory, aujourd'hui du One ou quoi, Ouais. là, ça a une vraie valeur. Ouais, bah oui. Là, oui, là, c'est ça pour moi, être champion Parce d'Europe, que, champion du monde, voilà, c'est ça. Parce que les meilleurs adversaires, ils sont tout simplement. Les meilleurs combattants, en tout cas, ils sont. Donc C'est ça ça. va être la valeur de l'adversaire plus qu'autre chose. C'est ça. Après, en championnat d'Europe, à l'époque, tu avais 2-3 ceintures. Aujourd'hui, tu en as 56 000. Je suis champion du monde WXZY, je suis champion du monde ABC, tu vois. Il y a là les fédérations. Et en fait, j'ai vite compris le truc. Je me suis dit, en vrai, si je veux, moi, Hicham Abdelal, je crée une fédération Ouais. avec une ceinture Avec que le je vais champion. appeler, je sais pas, je vais donner 3 lettres Ouais. et je vais mettre, je vais la mettre en jeu, je vais prendre de l'argent et Tu fais ta photo et voilà. on peut se faire un combat, toi et moi, Bien même sûr. catégorie, non? Bien sûr. Vas-y, On bah, peut viens même faire un championnat s'arranger. d'Europe, championnat du monde, viens, on s'arrange. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est là où on le fait 2 fois, tu vois. Tu gagnes Bah le ouais. premier, il gagne le deuxième, on est tous les deux champions. Vas-y, on peut est faire ça. contents, et on aura vendu des sandwichs portugaises. Non, mais c'est encore une fois, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais simplement c'est factuel, c'est des choses qui ont existé. Et c'est pour ça que j'accorde peu d'attention à certaines ceintures, peu de valeur. Ouais. C'est plus les adversaires, c'est plus les carrières. C'est ça. Et je vais t'expliquer pourquoi moi j'accorde beaucoup de crédit à ta courte carrière. On a sensiblement le même âge, je crois que j'ai 2 ans de plus que toi. Moi, ma carrière, elle a été très courte. Mon corps, il n'a jamais suivi ce que je voulais faire, concrètement. Je me suis blessé très rapidement, comme toi, mais gravement en plus, sur les 2 genoux et compagnie. Il y a eu 2 tentatives, entre guillemets. La première, quand je suis beaucoup plus jeune, je fais mes classes aussi, classe D, classe C, etc. Et puis ensuite, un peu plus tard, 4-5 ans plus tard, quand je veux revenir. Et là, on est sur les 2008-2009 à peu près. Et la première, je suis quand même assez léger, parce que moi aussi, je suis plutôt grand. Je suis assez léger, donc les mecs sont quand même forts. Là, on parle des 75 kilos, tout ça, et moi, je suis la même génération que tu les fais Johan 75? Lidon, compagnie. Ouais, j'ai été maigre. Ah ouais. Il y avait ces mecs-là, Johan Lidon, Abderrahmane Penda, tu vois, tous les mecs-là qui étaient super forts. Et tout, Ah cette ouais. époque-là, c'était un peu chaud. Abderrahim Shafa et compagnie, tu vois. Ah, Après, en ok, 81, ok. tout ça. Après, moi, je vais faire autre chose. Abderrahim Je vais travailler. qui était mon frère de. Ouais, bah oui. Tous ces mecs-là qui étaient vraiment très Qui forts. était dans le même club que moi. Dans la ouais. fédération dont tu as parlé tout à l'heure, après, beaucoup dans des KT supérieurs, parce que moi, quand je pense à revenir, je me dis ça va être beaucoup plus haut, 86 kilos, tout ça. Et là, tu as des Stéphane Superegui qui met KO tout le monde, tu vois. Je dis, oula, ouais, c'est chaud quand même, tu vois. Ces mecs, il faut être bien préparé pour boxer ces mecs-là. Mais je me dis, c'est des mecs qui sont forts, qui sont durs. Ouais. Et moi, j'aimais beaucoup la boxe fine, j'aimais beaucoup la boxe technique. Comme on a parlé de Khalid tout à l'heure, moi, c'est mes mentors. Khalid Bibi, Xavier Birukov, tout ça, Ambroise, c'est des mecs qui connaissent pas, mais c'est
c'est des étudiants du game et eux, c'est que la boxe technique ou pas. Tu nous as vu bien après au Best Friends. Tu connais ces mecs-là, hyper exigeants. Même quand on tournait pour s'amuser. C'est pour ça que je kiffais quand je venais au Best Voilà, Friends. tu vois, c'était vraiment Lumpini. On était là en mode style, on prenait. Donc, moi, je savais que quand même, il y avait un petit avantage peut-être sur le bagage technique. Et puis, je vois un mec qui fait ses classes, qui gagne le championnat de France et tout. Sauf que la boxe, déliée. Mi-kickboxing, mi-muay thai, beaucoup de combinaisons, pieds-poings. T'as l'impression qu'il fait pas beaucoup d'efforts. En plus, et il a le cardio qui va avec. C'est toi, ce mec. Et moi, je vois ça, je dis, ah ouais, là, c'est compliqué. S'il y a des mecs dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été un flemmard. Redis, comment tu me voyais? Beaucoup de cardio, tu disais? Cardio, technique. Ouais. Surtout, en fait, très relâché. T'as comment c'est marrant comment les gens te voient, alors qu'en vrai, pas du tout. C'est normal, c'est pas grave. T'as ces trucs-là. Mais en tout cas, dans les combats, ce que tu fais, tu produis dans le ring, c'est ce qu'on voit, en fait, tu vois. Comme tu domines en plus les mecs, et c'est vrai que moi, les c'est bien, combats j'étais un bon bluffeur, Mais en tout cas, tu les domines, ces gars-là, Ouais. dans ce style-là. Ouais. Tu vois, combinaison, Ouais. Eux, ils ont la plus crispée quand ils boxent. Toi, t'es beaucoup plus Beaucoup plus relâché. Voilà. Ok. On va revenir sur ça. Et là, je me dis, c'est compliqué, tu vois. Là, moi, j'avais pas envie de faire des efforts. En termes de prépa et tout, tu vois. Et je savais que pour battre des mecs comme toi, là, vraiment, il fallait avoir la caisse. Il fallait de la caisse, il fallait quelque chose. Je te dis pas que tu m'as poussé en dehors du sport. Mais je me dis, en vrai, est-ce que tu as vraiment envie de faire Je t'ai ça? démotivé. Pas démotivé, mais non, au contraire, c'est motivant. Ouais. Parce que tu dis, au moins, ça va faire des combats propres. Ouais. Avec des mecs comme ça. Mais je sais que j'ai pas l'envie et la discipline que ça va requérir pour pouvoir boxer des mecs comme toi. Comme Zinedine aussi, qui avait un très bon style. Et qui avait un putain de punch. Ouais, qui frappait dur avec ça. Il frappait dur avec son bras arrière surtout. Ça. Et là, je me dis, tu sais quoi, en vrai, moi, je t'en CDI chez Total et tout. Je vais continuer pour le plaisir. Trop bien ce que tu dis. Mais tranquille, tu vois. Trop bien ce que tu dis. Donc, c'est pour ça que, quelque part, t'as participé un peu à ça. Où j'ai eu un reality check et je me suis dit, en vrai, de vrai, t'es plus dedans. T'es plus dedans, tu vois, t'es plus dans la boxe. C'est bien. Moi, il s'est passé des choses, j'ai changé de club, j'ai rejoint Bobby. On a notre petit délire de Shibani un petit peu, on est les petits anciens, tu vois, on tourne entre nous pour rigoler. Donc, c'est pas facile de s'avouer ça, Non, de s'avouer ce que tu me dis. Hein. C'est dur parce que comme tout le monde, on a de l'ambition, tu vois. Même si moi j'avais commencé à coacher déjà et que j'aimais bien. J'aimais beaucoup même d'ailleurs coacher. Mais voilà, tu as quand même des ambitions pour toi, mais la réalisation que tu vas pas réaliser ces ambitions, c'est un peu difficile. Et puis, au Best Friends, un jour tu passes. Sauf que moi j'ai pris du poids à ce moment-là, je suis gros. Et on tourne un peu. Et je te jure, en 2 minutes, tu me remplis le tableau. Ouais. Et je dis, comment c'est possible que sur nos poids et tout. Les gens disent que j'étais un hagar, mon sparring, c'est vrai, j'étais un hagar. Non, c'est pas ça. Même si Wassil, tu regarderas cette vidéo, tu te rappelles de Wassil? Ouais, bien sûr. De temps en temps, ouais. Mais parce qu'il était dur. Donc c'est pour ça que tu l'as mis cher. C'était ton petit un petit peu, au Best Friend. Ouais. Mais il lui faisait fier et tout, et moi j'aime bien ça, tu vois. C'est pour ça, tu le mettais dedans et tout. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que t'avais ton style et tout, que c'était intéressant. Et je me rappelle un jour, tu me remplis comme ça, et puis tu me dis, ouais, tranquille, baba et tout, relâche-toi. Moi, j'étais à fond. C'est juste que il y avait trop d'écart. C'est tout, en fait. J'étais bien, moi. C'est juste qu'il y avait un écart. Donc, je voulais juste avoir cette petite aparté-là pour te faire rendre compte, parce que, tout comme Khalid, tout comme d'autres, je pense que ta carrière, elle est très belle. Tu as battu des combattants, tu as fait le niveau national, comme on pourrait dire. Donc, si tu as un œil extérieur, on pourrait croire que, en fait, Hichem s'est arrêté au niveau national. Mais le niveau national, c'est Abderrahmane Koulibaly, c'est Zinedine Amerlin, c'est Franck dont tu as parlé tout à l'heure, c'est des Sékou Camara, peut-être c'est des mecs qui connaissent pas, tu vois, ces gars-là, moi je les connais. Et je sais que c'est des mecs qui étaient bons. Toi, est-ce que tu as conscience aujourd'hui que d'avoir battu ces gars-là, ça vaut tous les championnats d'Europe et du monde? De ouf. Et sans me la raconter. J'ai pas le niveau national. À l'époque où je boxais, j'avais le niveau international. Ouais. Et j'aurais pu aller bien plus loin que ça. Après, l'avoir à quel prix? Au prix de payer une fédération pour pouvoir disputer une ceinture ou quoi, ça m'aurait même pas intéressé. Ouais. Tu vois. Mais non, j'ai bien conscience que mon niveau était bien au-dessus. Même pas que mon niveau, mon ambition en fait. Ouais. Tu vois, c'est super marrant ce que tu dis parce que tu vois, regarde, tu me vois comme un mec qui était ultra détendu, ultra relâché, limite en t'entendant parler, c'était facile pour moi les combats. Ouais, mais c'est l'impression. Tu sais quoi, j'ai arrêté de boxer, je vais pouvoir te dire la vérité avec ça. Ok, je vais pouvoir te dire ce que j'ai jamais dit à personne. Mon gars, je crois qu'à chaque combat, je me faisais des ulcères à l'estomac. Ouais. Dans les vestiaires, je chialais. Ouais. Ok. On n'avait pas de préparateur mental ou quoi, c'était la préparation un petit peu à la dure.
Tu t'entraînes, tu boxes et puis c'est tout. Tu vois, on n'a jamais cherché à comprendre est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce que... André, franchement, il me détendait bien. André, il avait toujours la petite phrase, le petit mot qui me détendait bien, où il mettait bien et tout. Mais honnêtement, moi, j'ai pas pris énormément de plaisir à boxer. Moi, le seul plaisir que j'avais, c'est quand tu me levais le bras et que tu me disais que tu as gagné. C'était ça mon seul plaisir. Mais en vrai, je prenais aucun plaisir. Il y a un moment, je me mettais tellement une pression. Tu sais, je me motivais de manière genre... Après, c'est vrai, hein, quand je boxe face à toi, j'étais ultra déter. Tue-moi, je préfère mourir que de perdre. Tu vois, moi, pour moi, perdre, c'était plein de trucs, tu vois. Mais c'était n'importe quoi, tu vois. C'était des motivations un peu... Motivation de la street, mais un peu dégueulasse. Parce qu'en fait, c'est pas bon, tu vois, de se mettre ce genre de motivation. Parce que c'est même plus de la motivation, ça devient de la pression inutile que tu te mets. Et j'en avais énormément. Donc non, j'étais ultra pas détendu. Non, je n'étais pas... non, pas du tout. Par contre, effectivement, j'étais prêt à faire ce qu'il faut pour gagner. Moi, voilà, j'avais pas beaucoup d'opportunités pour boxer. Quand je boxais, je m'entraînais pendant, je sais pas, 6, 8 mois, 1 an, 2 ans, il y a un combat, qui que tu sois, tu vas pas gagner. Je veux pas savoir c'est quoi ton nom, c'est quoi tes titres, je m'en fous, je vais gagner. Quoi qu'il se passe, je vais gagner, quelle que soit la manière. Après, effectivement, comme toi, j'étais un adepte du style fimeux, de fou. Moi, tu vois, comme je te disais, il n'y avait pas YouTube à l'époque. Comment je faisais pour regarder mes combats? J'allais sur Emule. Emule, bon, bah, pour les jeunes, c'est quoi? C'est une plateforme de téléchargement où tu ne sais pas ce que tu télécharges. Voilà. Donc tu vois un titre combat de boxe thaï et des fois tu tombes sur un film, c'est pas un film de boxe thaï, c'est un film d'autre chose, tu vois. Et pour télécharger le film, ça prend 48 heures. Exactement. Donc tu vois, et quand tu commences à tomber sur des combats de boxe thaï, qui étaient très durs d'accès, je les regardais en boucle et en boucle et en boucle. Après un jour, j'ai trouvé une boutique à Belleville. Ça s'appelait Thaï Vidéo, je me rappelle. Tu pouvais acheter des VHS où tu commençais à voir les combats du roi, des trucs comme ça. Et moi, c'est ça qui m'a bercé. Moi, c'est Danny Bill. Moi, c'est Farid Villaume. Et même si j'étais poids lourd, moi, je me voyais comme eux. Tu vois, je me suis jamais vu comme un poids lourd. J'essaie d'expliquer, moi, à tout le monde. Je me suis jamais vu comme un poids lourd. Pareil. Jamais. Moi, pour moi, je suis léger comme eux parce que je suis fin, même si je suis grand et que je pèse un certain poids, je me voyais boxer comme eux. Donc c'est juste ça qui peut-être donné l'impression que j'étais détendu, etc. Mais non, j'étais grave pas détendu. En fait, c'est important ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je voulais donner l'image on peut être technique, même si on a un gabarit différent de ce gars-là. Même si je suis pas à 61 kg, 63 kg 5. Un mec comme Khalid Bibi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup parlé dans ce sens. Il m'a beaucoup rassuré. En me disant, non mais t'as un beau style, Baba. Même si t'es poids lourd et tout, ton style il est bien. Et moi, que ça vienne de ce mec-là, c'était important pour moi. Mais paradoxalement et parallèlement à ça, de voir que tu arrivais à produire quelque chose de plus délié, qui se rapprochait plus de ce que moi je voulais produire et que je n'arrivais pas à produire. Pour beaucoup de raisons aussi physiques, tout simplement. Il me manquait une certaine vitesse de bras, notamment, que tu arrivais à produire, que j'avais plus de mal. J'étais pas si bon que ça en anglaise. C'est venu bien après dans ma vie. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'a détourné de ce chemin-là. C'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience qu'il y a un travail à faire. Ce mec-là, il a fait le taf. Il arrivait à créer ce style-là. Et moi, je croyais que j'avais réussi à créer ce style. Et au final, j'ai encore pas mal de chemin à faire, tu vois. Et comme c'est quelque chose que j'avais beaucoup conscientisé, et je me voyais pas boxer, je n'arrivais pas à produire ce que je voulais faire, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, tout simplement, amuse-toi, prends un kiff. Et j'aurais fini comme toi, sinon, en fait. À me mettre la pression, à me faire des ulcères, à me faire des trucs de ouf. Alors qu'en fait, j'avais autre chose dans ma vie qui me disait, en vrai, tu sais quoi, te prends pas la tête. Donc ça peut paraître comme de l'abandon, tu vois. Et des fois, j'avais cette petite bagarre en mon fort intérieur. T'es un peu une baltringue en fait. Pourquoi tu ne retournes pas boxer, tu vois? Tu devrais y aller, tu devrais machin. Et au final, ça s'est fait différemment. Est-ce que, parce on a quand même pas mal parlé de frustration depuis tout à l'heure. Là aujourd'hui, 15 ans après, t'es satisfait ou pas quand même? De ce que j'ai fait? Oui. Alhamdoulilah, grave. Grave. Alors, pas forcément satisfait. J'ai toujours quand même ce truc de... j'ai pas eu les opportunités que je méritais, etc., etc. Parce que tu vois, dis-toi que j'ai jamais été un boxeur talentueux. J'ai jamais eu des facilités. C'est juste que j'étais un acharné de travail. Mais quand je dis un acharné, c'est un acharné. Tu sais comment je m'entraînais, moi? Je faisais croire à ma mère que j'allais à l'école. Des fois, j'y allais pas, j'allais faire des footings. Je faisais ça tous les jours. Tu vois, j'étais un ouf. Devant ma glace, je répétais mes jabs. Tu vois, tous les matins. J'étais vraiment un acharné de travail. C'était vraiment, j'avais un rêve, j'y croyais à mort. Donc ça, sur ça, je suis pas très satisfait. Après, quand même, faut dire la vérité, j'ai quand même beaucoup kiffé. J'ai quand même vécu quand même de très très belles choses. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai voyagé. J'ai vu des compétitions internationales. Même si je n'y ai pas vraiment beaucoup eu accès, j'ai quand même boxé un petit peu à l'étranger.
Et j'ai vécu des super trucs. Il y a des choses cool. Tout à l'heure, pendant qu'Arnaud il installait le matos et tout, je regardais ce que tu as affiché, les diplômes, tout ça. Et puis, il y a un truc que je trouve super sympa. La convocation par la fédération Thaï à la championnat du monde. Mais c'est cool ça quand même. Alors justement, ça pareil. Bah, en fait, tu vois, comme je te disais, pour revenir à l'histoire le truc, on va pas sélectionner au championnat du monde, etc. Et quand je me suis rendu compte de la supercherie de certaines organisations européennes et mondiales, je me suis dit, écoute, t'as pas le choix, c'est comme ça, tu vas pas changer les choses, avance, boxe, fais ce qu'on te propose, et puis c'est tout, tu vois. Et donc un jour, André me dit, ouais, c'est bon, t'as ton prochain tour du championnat de France, donc toujours pareil, championnat de France, en pro. Donc mon premier combat pro officiel, tu vois, pas... Ouais. Et il me dit, t'as un adversaire, par contre, je sais pas, j'ai vu son nom, il s'appelle Franck... Je dis Franck Pambien. Il me dit ouais. Il me dit tu connais? Je dis je le connais très bien. Et là le mec tu vois, j'avais rien contre lui, je le connaissais même pas. Oui, bah oui. Mais j'en avais à mort contre la Fédé, tu vois, à cette époque-là. Et je me suis dit, vous allez voir cette phrase que vous avez publiée sur Karaté Bushido de on a bien fait de le sélectionner. Vous allez voir. Et donc là je fais le combat de ma vie. Tu vois, le combat, je gagne par KO au 3e round, mais je domine tous les rounds, je domine largement. Et à ce moment-là je suis super content et je me dis voilà, je vais aller récupérer ce qui me revient de droit. Même si on va pas me donner les opportunités, je vais me les créer ces opportunités, tu vois. Et là, par la force des choses, on m'a convoqué. Donc l'année d'après au championnat du monde, j'en voulais plus, hein, mais au moins, tu vois, ça y est, j'ai récupéré ce que je voulais, tu vois, c'était mon droit, c'était mon dû. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher, c'est grave, c'est important. Donc du coup, si, il y a quand même de belles choses. Il y a quand même vraiment beaucoup de belles choses. Tu sais, je parle de mes coachs, je vais te parler aussi de Chouk. Qui est un coach que j'admire énormément, parce que lui, quand tu vois certaines photos, tu vois, il a 10-15 boxeurs, chaque boxeur a 3-4 ceintures autour de la taille. Et tu vois, un jour, je l'appelle et je lui dis, t'as réussi, toi, à trouver les opportunités, t'as réussi à faire, tu penses que si... Je lui dis même pas, tu penses, je lui dis, je pense que si j'aurais été chez toi à un moment, j'aurais été champion du monde, champion d'Europe plusieurs fois et tout, tu vois. Et honnêtement, je m'attendais grave à ce qu'il me dise, ouais, grave. Ouais, t'aurais dû, ouais. Et là, il m'a sorti une phrase remplie de sagesse, que je n'oublierai jamais aussi. Et il m'a dit, pense pas comme ça. Je lui dis, comment? Il me dit, qu'est-ce que t'en sais? Il m'a dit, ça se trouve, tu serais venu chez moi dès le premier entraînement, tu serais fait une blessure sale, t'aurais même pas fait le quart de ce que t'as fait là. Et là, il m'a bien fermé ma gueule. Il m'a bien fermé ma gueule. Ouais, c'est vrai. Ce qui était destiné, t'es destiné. Ouais, c'est ton destin, c'est comme ça. T'avais peut-être le talent de faire mieux, ou t'aurais peut-être pas eu l'opportunité de faire mieux aussi. Tu vois, tu t'en sais rien en vrai, tu vois. Ça suffit pas, et puis c'est pas sûr d'avoir les opportunités ailleurs non plus. Exactement. Ouais. Donc non, moi, étant plus jeune, j'ai eu beaucoup de colère, beaucoup de trucs, mais aujourd'hui, avec le recul, non, je me dis, je suis quand même très content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. Je suis très très content. Tous les très grands boxeurs que j'ai boxés sont tous devenus, plus que mes potes, c'est devenu mes frères. On est tout le temps en contact et tout. C'est une expérience humaine de fou. Je me suis trouvé dans des galas avec Artem Levin dans le même vestiaire, que Kao Klai, que je regardais à la télé au K1. Des trucs de fou, tu vois ce que je veux dire? J'ai rencontré des mecs, j'ai tourné avec Senchai en sparring. Des trucs, tu vois, voilà, en plusieurs vies, tu le fais même pas. Donc bien sûr que je suis très fier et je suis très 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 content. Mais voilà, il y a toujours ce truc où je me dis, quand tu vois, t'as un enfant comme moi, un jeune, qui est rempli de rêves, rempli d'ambition et qui est ultra déter, faut pas passer à côté, il faut lui donner toutes les chances qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le Boxing School. La raison principale pour laquelle j'ai créé le Boxing School. Justement, ta carrière, tu deviens... on te voit rapidement dans le coin de tes coéquipiers, en fait. Johan Fauveau, notamment, comme ça, Christophe Tang. Donc on voit que tu es dans le coin avec eux. C'est une vocation qui vient rapidement de devenir coach ou c'est une histoire classique, j'ai boxé, je deviens coach et puis c'est tout, quoi, en fait. Presque sans réfléchir. Déjà, tu vois, avant de parler du coaching, on va parler de pourquoi j'ai arrêté ma carrière. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est exactement ça. Tu vois, ce truc de... tu vois des mecs super détendus, super... tu as l'impression que c'est facile, super fort, etc. Et tu dis au final... en fait, moi, je me suis posé une question très simple. Je ne me suis même pas dit, est-ce que je suis prêt à affronter un tel ou un tel qui est au top niveau? Je me suis dit, arrivé à 26 piges, est-ce que tu as la niaque pour boxer un Hichem de 20 ans? Ça a été direct, la réponse. Non. Là, ça y est, j'ai rencontré une femme avec qui je veux me marier, je commence à avoir un taf stable, etc. Me remettre
dans le délire pour affronter un mec qui a que ça dans sa vie, qui est obsédé par ça, ultra déter, etc. Non, j'ai pas la force de ça. Tu peux pas. Tu es en train de construire ta vie de façon différente. Tu apportes beaucoup de stabilité. Exactement. Je renvoie toujours à la phrase de Marvin Hagler. Toujours. C'est très difficile de se lever le matin pour faire ton footing de 10 km quand tu dors dans des draps en soie. Grave. Mais grave. Mais grave. Alors que, comme tu as dit, les petites 20 ans, ils arrivent, eux, par contre, ambition, dalle et compagnie. Ouais. Exactement. Et moi, après, je commence à me poser un peu trop de questions. Et je commence un peu à avoir la flemme. Ah ouais, il faut se lever à sorcier pour courir. Ouais. Et je me rends compte que je kiffais pas tant que ça l'entraînement, en vrai, tu vois. C'était plus de la souffrance qu'autre chose. Bien sûr. C'était hardcore. Bien sûr. C'était hardcore. On peut pas... Il y a des mecs, hein, apparemment, qui kiffent. Moi, ça me faisait grandement chier. Je ne dis pas que je n'étais pas prêt à les faire. Ah, moi, ça me fait presque tout le temps chier. C'est juste ma détermination et ma motivation qui me faisait que ça passait au-dessus. En fait. Voilà, ça passait au-dessus. C'est pas ça passait plaisir. au-dessus. Quand t'enchaînes 10 rounds de PAO, t'as fait 5 rounds de Ah, PAM. avec André, j'ai fait des trucs sales. Hein. C'était des 1000 coups de pied au sac. Quand je dis 1000 coups de pied, c'est 1000 coups de pied. Hein. Donc c'est pas... Tu vois des entraînements où j'arrivais même pas à rentrer chez moi, je perdais la mémoire et tout. Hein. Des hypoglycémies de malade. Non, moi je te parle de mes genoux, mais j'ai aussi énormément de blessures. J'ai quand même continué et tout. À un moment, je me suis dit, non, faut... Voilà. J'ai plus cette motivation-là. Mais je kiffe tout autant la boxe. Et la boxe, je pourrais jamais la retirer. Tu sais, pour être franc avec toi, aujourd'hui, là, tout de suite, quand je fais boxer un de mes gars et que je suis dans le vestiaire, j'ai tellement envie d'être à sa place. Ça partira jamais, ça, en vrai. Ça partira jamais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le combat de trop. Il faut boxer et que ça ne reflète pas vraiment le niveau que tu as eu ou que tu avais, tu vois. Donc je me dis non. Tu sais, le boxeur normal... Ouais. Donc, en ce sens, t'es peut-être pas un boxeur normal. Le boxeur normal, il n'est pas du tout autoconscient. Pas du tout. Il a très peu de capacité de remise en question. Pas du tout. Donc, ce problème, pas dans sa pratique sportive, attention. Ouais. Je parle du reste. C'est-à-dire que le boxeur, il croit toujours qu'il va gagner le prochain combat. Ouais. Et qu'il peut toujours gagner le prochain. Et c'est pour ça que beaucoup de combattants font le combat de trop. Il y en a trop. Justement, c'est ça qui a fait que aussi j'ai pris conscience des choses. Moi, tu vois, quand je voyais les derniers combats de Jérôme Le Banner, par exemple, et que je parlais avec des néophytes, donc des mecs qui ne connaissaient pas Jérôme Le Banner à l'époque du K1 Grand Prix, et que Jérôme, voilà, il boxait maintenant, il avait un certain âge, etc. C'était plus lent, c'était plus le même. Pareil. Et j'entends des mecs me dire « Ouais, il est flingué, il est nul. » Je deviens fou. Je dis « Mais vous êtes malade ou quoi ? Vous n'avez pas vu le K1 Grand Prix ? Vous n'avez pas vu quand il arrive en finale, qu'il s'est fait péter le bras par un stous, qu'il a continué, quand il a mis KO un tel, quand il a mis KO un tel, quand l'âge d'or, ça boxait Récefo, ça boxait Crocop, c'était des tueurs. Comment tu peux parler comme ça d'un mec ? Et tu vois, quand je vois des mecs comme Mike Tyson boxer c'est Logan Paul ou je sais pas qui Paul. Jack Paul. C'est Jack Paul, son frère, Quand je le vois boxer, ça me fait grave mal au cœur de voir ça. Sûr. Tu vois, les gens ils voient ça comme du divertissement, etc. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Tu vois. Et quand je vois, tous, même Danny Bill, il a fait des combats aussi après sa carrière qui ne reflétaient pas du tout son niveau. Et les gens ne se rendent pas compte. Et moi, je me dis, j'aurais préféré que ces gens-là gardent leur bonne image, tu vois, s'arrêtent au moment où il le fallait, et voilà. Et donc, c'est ce que je me suis dit, même si moi, tu vois, j'ai pas été médiatisé de fou malade, même si j'aurais fait un combat dégueulasse qu'on s'en foutrait de ma vie. Ah, mais c'est pour toi, vraiment. Pour moi, voilà, je me dirais. En fait, je trouvais que c'était même pas honnête de continuer. Tu vois, carrément, je trouvais que c'était même pas honnête de continuer. Je me suis dit, voilà, il y a d'autres gens qui ont la dalle, à qui il faut laisser la chance. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la compétition. Mais impossible d'arrêter la boxe. Donc comme je te disais, André, en plus d'être mon entraîneur, c'était mon meilleur pote. Quand je dis c'était mon meilleur pote, c'est celui avec qui je traînais le plus. Hein. On se voyait 6 à 7 heures par jour, tu vois. Donc obligé de rester à la salle. Et obligé de lui donner un petit coup de main. André, il me faisait confiance à fond. André aussi, je le remercie, il m'a donné l'opportunité aussi d'être dans son coin. Parce que André aussi, c'est un personnage, il va pas accepter n'importe qui dans son coin. Et s'il m'a accepté dans son coin, c'est parce qu'il sait que je le respecte énormément. Il sait que quand lui va parler... moi, je vais fermer ma gueule. Il sait que si je vais ouvrir ma gueule de trop et s'il doit me dire ferme ta gueule, il va me le dire sans aucun jet. Tu vois, il y a rien entre lui et moi, c'est cool. Donc, il m'a donné cette opportunité de coacher avec lui. Et ça s'est fait naturellement. Et donc, je me suis rendu compte que j'apportais quelque chose. Tu vois, en toute modestie, j'apportais quelque chose parce que oui, je connais la boxe. Et je connais pas juste la boxe par ma carrière, je connais la boxe par le visionnage, par tout ce que j'ai vu. Par passion. Et moi, tu sais, j'ai plus appris la boxe. C'est fou ce que je vais te dire. Par les vidéos, parce que j'ai regardé, que parce que j'ai pratiqué. Moi, c'est pas fou ce que tu me dis. Pour moi, ça. Pour toi, c'est pas fou, mais pour le commun des mortels, c'est fou. Beaucoup de gens, ils vont dire que c'est fou. C'est fou. Mais j'ai bien plus appris en regardant qu'en pratiquant. Bien sûr. Bien plus. Bien sûr, on apprend beaucoup plus par passion. Moi, tu vois, regarde, quand tu regardes un petit peu mes combats, quand tu regardes mes enchaînements, tous mes enchaînements, c'est tiré du K1 Grand Prix Ernest Hoost.
C'est que ça. C'est que ça. Je t'ai dit. J'ai regardé, En haut, re-regardé. en bas, Voilà. boum. En haut, en bas, un vis de foie, Je les ai shoot en bas. subis. Je sais. Étant moi-même un étudiant du game Ouais. comme toi, passionné, je sais parce que je vois. Je dis, ah ouais, ça c'est juste. Bah, tu vois, comme je te disais, je t'ai chargé sur Emule, Ouais. une vidéo qui mettait 48 heures à se télécharger. J'avais un combat d'Ernest Houst. J'ai dû regarder ces combats, chaque combat, j'ai dû regarder. Et j'exagère pas, hein, 500 fois. Ouais. J'exagère pas. J'ai regardé en boucle, en boucle, en boucle. Ouais. Et quand on reparle des choses de bien dans ce que j'ai fait, etc., André m'a donné l'opportunité de le rencontrer. Un jour, bien. André, il l'a ramené à la salle, il a fait un stage avec nous. Incroyable. Il était en face de moi, il me dit, ça va? J'ai bugué. Ouais, ça va. Mais tu m'as matrixé de fou toute ma jeunesse, tu te rends même pas compte. Je veux dire, la Tu seule vois fois où je vais parler, je vais pas parler. Ouais, c'était ouf. Donc, bien sûr qu'on a vécu des belles choses. Et oui, donc du coup, après, donc, je me suis mis dans le coaching un petit peu naturellement. Après, j'avais pas forcément l'ambition tout de suite d'ouvrir une salle ou quoi. C'était juste, je continuais la boxe avec André, c'est Ouais. tout. Je ne voyais pas terminer la boxe, je ne voyais pas quitter André. Donc, je continuais la boxe avec André. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais des ambitions. Voilà, j'étais un peu trop relou. Dans le sens où à un moment, André, j'étais là en mode ouais, donc les gars, on les fait boxer quand on fait... Des fois, André, il me disait calme-toi, doucement, calme-toi, tu vois. Il voulait me brider, mais c'était pour mon bien, tu vois. Il me disait calme-toi, mais moi, sauf que je voulais pas me brider. Toi, tu voulais pas entendre parler de ça. Non, moi, je voulais être en avant, Ouais. et avec n'importe qui. Hein. Ouais. Tu vois, moi, j'étais en mode t'as envie de boxer? Je te connais pas, je vois pas, je sais même pas si t'as du talent ou pas. T'es déterminé, c'est le plus important. Ouais. On va t'emmener loin. Et donc, je continue avec André et tout. Et un jour, il y a un mec qui vient, qui n'était pas du tout talentueux, qui avait aucune, voilà, qui connaissait rien à la boxe, mais dans son regard, il y avait un truc. Il était déter. Ce garçon s'appelait Idrissa Makalouf. Il était ultra déter. Ouais. Et je parle avec lui, il me dit non, moi je suis déter, je veux boxer. Je lui dis mais tu sais même pas de quoi tu parles. La boxe, les combats, c'est pas la salle. Ouais, non, je m'en fous. Tu vois, il était déter. Et je me rappelle ce jour-là, je me suis dit je vais le refroidir. Je vais le refroidir Ouais. juste pour qu'il comprenne un petit peu. Et je dis t'es sûr? Il me dit ouais. Je dis vas-y, mets les gants, viens. Et j'ai fait un truc méchant un petit peu. Je lui balance un gros high kick. Ok. Et je l'ouvre. Tu Ah vois, ouais. il y a une cicatrice qu'il a encore, tu vois, ici. Donc je lui mets un high kick, je l'ouvre, il saigne. Et c'est à ce moment-là, tu vois, où les mecs, en général, oh, c'est bon, j'ai compris, Ah oh, ouais. j'arrête, je vais plus te parler de compétition, je vais plus t'embêter. Et le mec, il regarde, il saigne, il me dit, viens, on continue. Je me suis dit, ouah, il est déter, lui. Ouais. Ouah, bien, je lui dis, franchement, toi, tu peux aller loin. Bon, après, le temps passe, j'ai l'opportunité d'ouvrir ma salle, voilà, grâce à un ami qui s'appelle Corentin, Ok. voilà, que j'ai rencontré quand j'étais chauffeur de taxi. C'était un client. Ok. C'était un client. Je suis donc chauffeur de taxi. Il monte avec moi derrière, à l'arrière du taxi. Il y a une espèce de Kaira qui essaie de m'intimider, tu vois, qui s'arrête au milieu de la route. Je lui demande gentiment de se décaler. Il essaie de me mettre la pression, tu vois. Donc le mec vient pour m'embrouiller. Et là, c'est même pas méchant ou quoi. C'est, tu sais, je sais même plus ce que je lui dis. Je lui dis, je avance ou bouge avant que je descende, mais d'une manière tellement sûre et sereine que le mec, tu vois, j'ai l'impression de lui avoir mis une patate, tu vois. Ouais. Le mec, il a reculé, il a pris sa voiture, il a bougé. Donc mon client me dit ouais, comment t'as fait et tout. Et là, je parle avec lui, je dis, le problème, c'est que les mecs dans la rue, ils savent même pas à qui ils ont affaire. Bah oui. Voilà, je suis pas du tout un mec violent, et je suis boxeur. Le mec, il veut se battre avec moi, je vais le tuer. Ouais. Mais je suis pas du tout un mec violent. Ah ouais, t'es boxeur et tout, et on parle et tout. Et donc le mec, au bout de 2-3 piges, il me recontacte. On fait des cours particuliers ensemble Ok. et tout, etc. Et on devient très poteau. Je lui raconte un petit peu toute ma carrière. Et il m'aide à m'ouvrir le boxing school. Ok. Super. Il m'aide à m'ouvrir le boxing school. Ouais. Donc il m'aide sur tous les aspects. Hein. Sur tous les aspects, il m'aide, il me donne énormément de conseils. Il est aussi motivé par mon projet. Et la boxe, c'est pas du tout un bagarreur ni rien du tout. Il n'avait jamais fait de sport de combat. Ouais. Ce Corentin, il était bien plus âgé que moi et tout. Et il commence à avoir un petit niveau. Tu vois, je le coach et tout. Il Ouais. commence à avoir un niveau sympathique. Et un jour, je lui propose de faire un vrai combat. Et au même moment, j'ouvre la salle. Ouais. Et donc Corentin est le premier mec Le premier boxeur ouais, qui boxe de la boxing school. pour le boxing school. C'était au Muay Thai Grand Prix. Ok, ouais. C'était au Muay Thai Grand Prix. Ouais. Il fait son premier combat amateur et il gagne. Ouais. Et c'est comme s'il me disait, c'est bon. Ça y est, j'ai fait ce que je pouvais C'est faire. validé, quoi. Voilà, c'est validé. Let's Ouais. go maintenant. Et comment continuer ton aventure. Ouais, super. Donc voilà, donc après, donc j'ai ouvert la salle. Je me suis entouré des bonnes personnes tout de suite. Ouais. Tout de suite des bonnes personnes. J'ai pris avec moi un coach cubain. Ouais. Que je connais depuis toujours, bien avant d'ouvrir ma salle. J'étais très passionné par la boxe anglaise. Ouais, ce que Voilà, je voulais dire, c'est voilà. un sujet que je voulais aborder parce Ouais. que c'est quelque chose qui te passionnait. Tu l'as dit en tout début d'épisode, ton Ouais. père faisait de la boxe. Exactement. Cette passion, elle te vient de là ou c'est quelque chose que tu as construit toi-même ensuite en grandissant?
Elle me vient pas de là, c'est comme si tu vois, mon père il m'avait lancé une petite fléchette, tu vois. Ok, ouais. Tu vois, que j'ai gardé, mais ça m'a pas intéressé. Et le jour où j'ai ouvert un peu plus mon esprit, je me suis rendu compte qu'en fait, waouh, la boxe anglaise, c'est un truc de fou. Ouais. Et tu vois, quand je boxais en semi-pro, en pro, je partais souvent m'entraîner, faire un entraînement par semaine en boxe anglaise. Tu vois, c'est très important d'avoir une bonne anglaise quand Ouais. tu boxes en pied-point. Bien sûr. Et je me rappelle un jour, je tournais avec un mec, je crois que le mec, il avait jamais boxé de sa vie. Hein. Il m'a rempli. Waouh! Bon, moi, là où j'allais, hein, Ouais. tu sais, là où j'allais, quand je tournais, j'avais des facilités, beaucoup en sparring. Surtout en sparring, en fait, c'est pas comme le combat, j'avais pas la pression. Oui. Donc je boxais très Ouais, détendu. tu te relâches, ouais. Je me faisais très rarement mettre à l'amende en sparring en pied-point. Je mettais plus à l'amende qu'autre chose. Et là, j'arrive en boxe anglaise, je me faisais mettre à l'amende tous les jours par tout le monde. Ah ouais. Et il y a un mec, à un moment, tu vois, qui m'enchaîne et tout, et je saigne du nez. J'étais déjà champion de France plusieurs fois, et il me dit, ouais, t'inquiète, un jour tu feras des combats et tout, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, la boxe anglaise, c'est un sport de fou, en fait, tu vois, c'est un C'est sport quand de tu tombes malade. dans la rue que le mec il te relève devant Ouais. toi. Laisse-moi tranquille. Ah, dès que ça, je dis, waouh. Mais je dis, ok, c'est à ce moment-là où j'ai commencé bien m'intéresser à la boxe anglaise, et ouais, donc depuis, je kiffe grave la boxe anglaise. Je kiffe grave. Je vois qu'il y a du vrai niveau. J'ai l'impression que la fédé de boxe anglaise, elle est bien plus cadrée que les fédés de pied-point. Ouais, quand même. Après, chacun a ses problèmes, évidemment, mais oui. J'ai l'impression Faut en pas se tout cas que mentir c'est que oui. plus cadré. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a un vrai ranking. Bah, il y a un vrai. J'ai l'impression que tu peux pas être champion d'Europe comme ça ou champion du monde comme ça. Non, non, pas du tout. Non, c'est plus Bah, compliqué. c'est par rapport Même à ça. si que- après il y a des histoires de fédération, évidemment. Ouais, il y a- ouais. il y a- tu dois quand même payer la fédération. En tout cas, il y a une logique. Il y a des classements, il y a des logiques. Il y a une logique. La plupart du temps, Voilà. l'immense majorité des cas, la logique elle est respectée. Voilà, la logique, elle est assez respectée. Donc voilà, je m'y suis intéressé énormément. Donc après, je me suis intéressé aux différents styles de boxe anglaise, que je me suis rendu compte qu'en fait, la boxe anglaise, bah, ils boxaient pas tous de la même manière dans chaque Ouais, pays. Tu vois, exactement. il y a la boxe anglaise en Angleterre, il y a la boxe anglaise au Mexique, où ça va être des rentres dedans. Ouais. Il y a les boxes anglaises des soviets, Ouais. où ils ont un style où ça bouge, ça met des crochets larges, Très etc. mobile et tout, ouais. Très mobile. Et après, j'ai découvert la boxe cubaine, à travers un reportage que j'avais vu sur Arte, Mhm. qui m'avait tué, qui m'avait presque fait pleurer, tu vois. C'était un reportage où je me suis un petit peu reconnu. Ok. Mais en mode plus hardcore. Ouais. Tu vois, où je voyais des petits de 4-5 ans à qui on mettait la pression, à qui on disait, ouais, hein, on compte sur toi pour vivre. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, tu sais, ça, je suis redescendu 18 étages. Je me suis dit, mais ma motivation, mes trucs, mais je sais pas quoi, mais ferme ta bouche. Mais tais-toi, toi, c'était juste un rêve et il n'y avait pas de. Ouais. Ta famille comptait pas sur, pas sur toi pour Oui, t'as vivre. pas tu cette vois. pression-là. T'avais pas cette pression-là. T'avais pas la même, comment dire, la même adversité en face. Ouais. Je voyais les championnats nationaux à Cuba. Ouais, c'est chaud. Waouh! Ouais, c'est chaud. C'est que de l'amateur. Ouais. Maintenant, va me dire que amateur c'est nul, pro c'est fort. Bah non. Bah non. Quand tu les Tu regardes prends boxer, n'importe c'est lequel bien. de ces boxeurs-là, ils Voilà. te fument n'importe quel pro ici en France. Et ils ont pas, pour bien comprendre, ils n'ont pas ces opportunités-là parce que là-bas, ou à Cuba, le sport est amateur, tout simplement. C'est ça, ouais. Et le pouvoir en place refuse le sport professionnel. Donc tous les combattants cubains pro que vous avez vus, c'est des gars qui ont déserté Cuba. C'est ça. En général, ils sont partis en Allemagne. pour la C'est plupart. ça. Donc dur, situation dure, ils s'entraînent un peu sans équipement. Ouais. Ça me fait penser un petit peu à la Thaïlande aussi, tu vois. Ouais, c'est le même délire. Hein. Mais j'ai trouvé que c'était quand même plus hardcore. Dans ce que j'ai vu dans les reportages, c'était quand même plus hardcore. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que malgré tout, c'est des mecs qui sont tout le temps en train de rigoler, Ouais. qui sont tout le temps en train de danser. Tu les vois, t'as l'impression qu'ils n'ont pas de problème dans leur vie. Et ça, j'ai kiffé. Ouais. Ce côté de positif à mort. Ouais, ouais. À toujours la joie mort. et tout, ouais. Toujours dans la joie, toujours dans le truc, etc. Et quand j'avais 20 piges, je travaillais avec un mec qui était cuistot, un Cubain, et il m'appelait champion. Et il me dit, ouais, moi aussi je fais de la boxe, tout, à Cuba. Ah, tu vois, j'essaie de fouiller un peu plus. Comment ça, tu faisais de la boxe? Ouais. Ouais, j'ai boxé en amateur. J'ai boxé lui. Il commence à me sortir des blazes assez connus. Ouais. Et je me dis, non, mais ils ont peut-être tous le même blaze, tu vois, à Cuba, ils parlent pas du même et tout. Et je me rends compte que si. Ouais. Et un jour, il se fait un petit. Pour rigoler, il me fait un petit shadow, où en 3 secondes, il m'envoie 18 coups. Je dis, ah, mais en vrai, t'as un vrai niveau, toi. Il me dit, ouais, j'ai boxé en amateur. Combien de combats? Il me dit, ah, pas beaucoup. Combien? 200. Quoi? Quoi? Pas beaucoup, 200. Il me dit, ouais, là-bas, c'est rien, boxer tous les week-ends et tout. Ouais. Là, je m'intéresse plus et tout. Et je me rends compte que le mec, c'est un tueur. Ouais. Tu vois? Et c'est le mec que je voyais dans le reportage qui m'avait marqué et tout, tu Ok. vois? C'est ce genre de mec, Ouais, tu vois? ouais, c'est vraiment le personnage. Et je te jure qu'à partir de ce moment-là, j'étais encore dans ma carrière, j'avais même pas encore l'idée d'ouvrir une salle, mais je m'étais tout de suite dit, mais le jour où j'ouvre une salle, Ouais. je veux de la boxe cubaine dans Ouais, la c'est salle. plus direct. Ouais. Donc voilà, donc comme je t'ai dit, donc pour revenir sur Boxing School, donc je joue avec mon ami Corentin qui fait son premier combat, etc. Premier truc, j'appelle mon pote Raphaël, on était restés en Ouais. contact et tout. Faut que tu viennes, bien sûr. Ouais. Il est venu avec un pote à lui, qui s'appelait José. Et dès le début, dès la création du Boxing School, on a tous mis en place les créneaux de boxe Ouais, anglaise tout de suite, ouais. façon cubaine. Ok. Voilà. Et donc, du coup, José et Raphaël sont là depuis. Et d'où ce que je disais tout à l'heure, je me suis entouré des très bonnes personnes. Ouais. Et c'est quand même c'est important.
Ouais, c'est important. génial. C'est important. Et aujourd'hui, tu vois, si tu me dis, est-ce que je regrette, est-ce que je suis quand même content de ce que j'ai fait? Je suis le plus heureux du monde, je vis de ma passion aujourd'hui. Ouais. Je me lève tous les matins, C'est cool, je vais ça. pas travailler, je vais kiffer, C'est cool. je vais voir des bonnes personnes, je vais rigoler, et je prends pas du plaisir qu'avec les compétiteurs, attention. Ouais. Je prends énormément de plaisir avec les loisirs. Ouais. C'est-à-dire que Formé. mais je les ai transformés dans leur vie de tous les jours. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient, qui marchaient tout droit, des gens qui sont lâchés, Ouais. tu vois. Il y a des gens, je sais, vraiment en toute modestie, c'est pas forcément moi, hein. À travers moi, enfin plutôt, j'étais une des causes, mais à travers la boxe, j'ai vu que la boxe pouvait changer, enfin le sport en général, hein, mais surtout la boxe, changer radicalement les gens, En fait, bien. on fait un raccourci un peu trop généraliste en disant que le sport va changer les gens. Oui, Moi, il faut être un peu plus précis que ça. La première chose, c'est que le sport, ça va être un révélateur oui, de caractère. Ça, c'est Oui. la première chose. Oui. Il va désinhiber un peu les gens. oui, Mais il faut associer à ça du mentorat. C'est Oui. là où c'est important. C'est Oui. pas juste le sport tout seul. C'est Oui, pas parce que c'est tu vrai. te lèves et que tu vas courir au stade que Ouais, d'un seul clairement, coup, tu clairement. vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. On a rencontré des mentors, nous. Je sais Mm. pas, André, ça a été le fil rouge de l'interview. Oui. On a tous eu des coachs, des mentors, en fait, qui ont Oui. fait que ils vont t'aider à Oui. ça. Et moi, ce que tu racontes là, c'est ce que je perçois. C'est Oui. que tu t'épanouis beaucoup dans ce rôle-là de mentor, en fait. Grave, ouais. C'est là où c'est important. Grave, Et c'est pas que la compétition. grave, grave, grave. Et je vais te dire, aujourd'hui, je prends limite, enfin je sais pas si j'en prends plus ou moins, je suis pas dans ça, mais je prends autant de plaisir avec les loisirs qu'avec les compétiteurs. Ouais. Parce que tu vois, j'ai aussi, maintenant j'ai l'autre casquette, et je me rends compte qu'être coach, c'est pas facile, hein. C'est... C'est pas facile Pas en facile vrai du de tout. vrai. En vrai, c'est pas facile. Ouais, Tu ouais. vois, moi quand j'ai commencé et que quelqu'un me disait que je voulais faire de la compète, le gros défaut que j'ai eu, c'était que je pensais que les gens étaient comme moi, Mhm. aussi déter que moi, Ouais. aussi loyal que moi, C'est... aussi, tu vois, c'est le plus dur, ça. je pensais ça. Se détacher, c'est plus dur. Et je me suis cassé la gueule, entre guillemets, très rapidement. Mhm. Très très vite, je me suis rendu compte, ah non, mais en vrai, les boxeurs, waouh, Ouais, non. waouh, c'est dur à gérer. Tu vois, c'est dur à gérer. Mais j'ai toujours le Idrissa Makalou, que j'ai connu André, Ouais. chez André, qui est toujours avec moi, pour qui je donnerai tout. Et pas que, non? Pas que, mais je te parle de lui et particulièrement parce que... Tu l'as eu tout au début. Non, parce que c'est un soldat. Ouais. En plus du fait que j'ai eu depuis le début, c'est un vrai soldat. Ouais. C'est un vrai soldat. Et tu vois, si tu veux être un bon boxeur, si tu veux avoir un putain de boxeur, il faut que tu aies un mec en face de toi. Quand tu lui dis cours, Ouais, c'est ça. tu cours, tu réfléchis pas. Quand tu lui dis je ne veux pas que tu ailles tourner en sparring là-bas, je n'y vais pas, tu n'as pas besoin d'explication. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'avec beaucoup de gens, il fallait expliquer le pourquoi, Ouais. du comment, il y avait des négociations, et pour tout et n'importe quoi. Ah, c'est là on rentre dans la partie où on est des vieux et il y a les jeunes et c'est compliqué. Waouh, waouh, Ah, waouh, c'est waouh. dur. C'est dur parce que Wow. nous, on a grandi dans un milieu avec ces mentors-là, des coachs qui nous expliquaient rien. Et on était Ouais. OK avec ça. Ouais, ouais, Peut-être des fois à tort. ouais. Moi, je pense c'est partagé. Des En fois fait, à il faut tort, trouver des un fois à juste raison. milieu, au fait, Il y tu a un vois. juste milieu. Il y a Faut un le juste équilibre milieu. à avoir. Aujourd'hui, Bien sûr. comme tu l'as dit, toute décision que tu vas prendre, Ouais. parce que toi, en tant que coach, tu vas avoir une vision pour ton élève. Ouais. Ben, tout ce que toi, tu vas faire dans ta vision, je dis pas qu'il faut rien expliquer. Mais il y a des choses aussi, Faut expliquer, on va attendre. mais faut pas avoir des débats de 3 heures Non, pour tout et voilà, n'importe parce quoi. que moi, ce que je vais attendre de toi, c'est que tu exécutes. C'est ça. En fait. Il faut être un bon exécutant. T'es obligé. Bah, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si le boxeur, il veut être à la fois son propre manager, il veut être à la fois son propre stratège, en fait, moi, je vais servir à quoi? Je vais lui tenir sa serviette et lui donner de l'eau entre les rounds. Ok, fait, mais ça ira pas très très loin. Ouais. Tu vois? Ouais. Est-ce Moi, que je tu suis t'entêtes dans un cas comme ça? Est-ce que je? Est-ce que tu t'entêtes? Dans quel sens? Tu vas débattre. Tu vas débattre, une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, J'ai avant essayé. que les chemins se séparent. En fait, moi, tu vois, je pars du principe que quand je maîtrise quelque chose, Ouais. quand je sais, je reste sur ce que j'ai dit. Ok. D'accord? Mais je me suis aussi dit que, voilà, qu'il faut que je sois un petit peu plus ouvert, il faut que voilà, que je lâche un peu. À chaque fois que j'ai lâché un petit peu, ça m'est retombé dessus. Ouais. Et au final, je me suis toujours dit, bah, je savais. On en revient toujours à la phrase que j'ai dit quasiment dans tous les épisodes. Ouais. Quand tu es coach, et surtout dans les périodes où on est aujourd'hui, et c'est pas pour parler comme un non-vieux ou je sais pas quoi, c'est simplement que la victoire, elle appartient au boxeur, et la défaite, elle appartient au coach, systématiquement. Quand ça gagne, c'est presque pas toi. Ouais. Par contre, quand ça perd, c'est toi et les mecs qui changent. Ouais. Tu as été confronté à ça depuis le début du boxing school, en fait. Ouais, mais bon, honnêtement,
on a gagné la majorité de nos combats, que ce soit en amateur, en pro ou autre. De très bons résultats. On a de très très bons résultats, on perd presque jamais. Mhm. Voilà, on perd presque jamais. Maintenant, moi, je suis pas ultra fan de ça. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Ouais. Pour moi, c'est une force. Et même si le boxeur a déconné et a perdu, parce que c'est lui qui a déconné, je sais que j'ai une part de responsabilité, quoi qu'il se passe. Toujours. En fait, c'est important de travailler en équipe. Et de C'est penser ça. en équipe. C'est ça. C'est pour ça, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a des boxeurs aujourd'hui, ils vont toujours te dire ouais, bah moi je m'en vais parce que de toute façon, c'était au niveau du coach que c'était pas bon. Je vais donner un exemple très concret, tu vas me répondre. Tu as un boxeur qui doit boxer à 70 kilos. Ouais. Il traîne tout le temps dans les 78 kilos. Ouais. Il n'est jamais au poids. Ouais. Mais pour le combat, il arrive à se mettre au poids, mais il est fatigué. Ouais. Il perd son combat parce qu'il est fatigué. Ouais. La stratégie était bonne, tout ce que tu as fait était bon, mais il a perdu à cause de ça. Mhm. C'est de la faute du boxeur ou c'est de la faute de l'entraîneur? Pour moi, les torts sont partagés. Merci. Merci. En soi, tu vois, si on devrait répondre comme ça, direct, c'est de la faute du boxeur, à 1000%. T'aurais l'impression. C'est lui qui gère pas son poids. Sauf que qu'est-ce que t'as fait pour l'aider à gérer son poids? D'une, qu'est-ce que tu as fait pour aider à gérer son poids? De deux, pourquoi tu l'as fait boxer? Ouais, aussi. C'est vrai, t'as complètement raison. C'est le 1 même. C'est le 1 même. Pourquoi T'as tu l'as raison. fait boxer? T'as raison. C'est la raison pour laquelle, maintenant c'est très simple, c'est ma politique. Mhm. Pour boxer avec moi, faut m'en montrer. Ouais. Il faut y aller. Tu vois, moi quand j'ai ouvert, je faisais boxer tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, pour que tu boxes au Boxing School, waouh. En fait, c'est même pas waouh. C'est tellement dur la boxe Ouais, mais c'est pour ça. que sois dur dès maintenant. C'est pas sur le ring que tu vas être dur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprends. Tu sais, quand je rejoins Bobby au Best Friends, je suis comme toi, moi. On a une grosse équipe, on a beaucoup de jeunes et tout. Moi, je dis, il faut que tout le monde boxe. Mm. De toute façon, on a les compétitions, elles sont là. Et Bobby, c'est lui qui m'a appris ça. C'est Bobby qui m'a toujours dit, non, mais lui, on va pas le faire boxer. Mais pourquoi? Ah, parce que t'as vu, il est pas sérieux. Mm. Et parce que, tu vois, le poids, c'est compliqué. Ouais. Et à chaque fois, il mettait des trucs en tête. Et moi, au début, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, Bobby? Ah On s'en fout, on fait boxer. Le mec, il va faire le poids, il fera son régime. Il n'y a pas d'en s'en fout, Et on a en des fait, responsabilités de fou. Le niveau d'exigence que Bobby il a mis là-dedans, Ouais. c'est ce qui m'a permis de passer un cap en fait en tant que Exactement. coach. Je me suis dit qu'il a raison, Bobby en fait. Bien sûr Parce qu'il a qu'en raison. plus, c'est nous, on y va à la fin. Bien on sûr. est avec lui, tac, et on se rend compte que Bien sûr. t'as fait tout ça pour Bien lui. sûr. Et on va se dire des choses. Hein. On fait un sport dangereux. Ouais, bien sûr. C'est pas un jeu. Bien sûr. On fait un sport dangereux. Mm. Tu sais, moi, j'ai jamais, grâce à Dieu, pris de gros coups sur le ring. Mais une fois, il m'est arrivé un truc sale. Ouais. Très, très sale. Et là, c'est de ma faute. Il y a un moment où j'ai pas été très sérieux au niveau de mon poids. Mhm. Parce que je t'ai dit, je boxais pas très souvent. Donc je me disais, allez, c'est bon, tranquille. J'ai pas besoin d'être tout le temps à 91 pile poil alors Ouais. que ça se trouve toute l'année, je vais pas boxer. Et un jour, je traînais dans les 98 kilos. Reda m'appelle. Donc mon ancien entraîneur de kick. Il me dit, il y a un combat la semaine prochaine. À 91, t'es prêt ou pas? Ouais. T'es au poids? Je l'ai menti. Ouais. J'ai dit, oui, je suis à 92, j'ai 1 kilo à perdre. J'avais 6 kilos à perdre. Ou 7 kilos en une semaine. Ouais. Je les ai perdus. Je dis pas de quelle manière, c'était hardcore. Je n'étais pas suivi par un diététicien ni rien. Tu vois. Nous, c'est quoi? C'est famine. Hein. Exactement. J'ai rien mangé. Tu manges pas. J'ai rien mangé, combinaison de corde, simulation. Je dormais avec 18 couvertures. Laisse tomber. Hardcore. Je monte sur le ring. Je boxe. Je gagne le combat. Je descends du ring. Je sais même pas pourquoi je suis en short. Ouais. Je sais même plus où je suis. Je sais même pas qui sont les gens qui sont autour de moi. Ouais. Et je fais une perte de mémoire qui dure au moins 2 à 3 heures. Ouais, c'est chaud. Quand je dis perte de mémoire, je ne sais même plus comment je m'appelle. Ouais, c'est tendu. Une perte de mémoire hardcore. Ouais, mais Tu vois Les gens ne se rendent pas compte que C'est chaud. il y a des choses qui peuvent se passer. Moi, j'ai vu des trucs de fou. Hein. Par exemple, j'ai vu un mec, un Français, on peut le citer, qui combattait en poids lourd, qui s'entraînait beaucoup en Hollande. Il a fait un combat tellement dur, quand il est descendu du ring, il savait plus parler en français. Il y T'as avait que vu du hollandais qui sortait de sa bouche. Waouh. Et tu vois avec son visage qu'il veut te parler en français, Ouais. mais qu'il n'y arrive pas. Tu arrives pas? Bah ouais. Toi, t'appelles la protection civile, tu dis oh, faites quelque chose, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et c'est des choses où tu dis putain, c'est chaud ce sport quand Mais même. en fait, c'est super chaud. Et moi, à ce moment-là, tout le monde rigolait, tout le monde croyait que je me foutais de leur gueule. Mon adversaire que j'avais battu descend, vient me voir, Ouais. au milieu de mes potes, il me salue, il me dit bien joué, t'as bien boxé, franchement, rien à dire et tout. Je regarde mes potes, je dis mais c'est qui ce mec? Ah, Et en fait, je perds la mémoire. Ouais. Et il y a un mec qui m'a dit stop, qui a capté direct, qui m'a dit viens, il avait filmé le combat, il monte le combat, il me dit ça te dit quelque chose, et là, petit à petit, ça commençait à revenir. Ouais, ok. Le soir, tachycardie de ouf, mon cœur qui s'emballait de malade et tout. Je pars aux urgences, je raconte un peu ce qui se passe. On me dit que c'était une hypoglycémie, mais qu'il y a différents degrés d'hypoglycémie. Il y a l'hypoglycémie où tu sens pas très bien, t'as envie de Ouais. tomber dans les pommes. Il y a l'hypoglycémie qui peut te tuer. Ouais. Et il me dit, t'as failli y passer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a une vraie responsabilité. Ouais. On a une vraie responsabilité. Moi, je respecte tous les coachs. Même qui font boxer, ceux qui ne sont pas méritants, ça c'est le choix de chacun. Ouais. Mais le fait que tu donnes, ne serait-ce que ton temps, c'est déjà, ça mérite le respect. Tu vois? Maintenant, moi, ma politique, c'est pour boxer, il faut le mériter. Ouais. Voilà. Comme on dit, on joue au foot, on joue au tennis, on joue pas à la boxe. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu.
Le mec, tu le fais boxer, il est pas prêt, il a pas été sérieux ou il a pas le niveau. Il prend un violent coup de genou dans le visage ou un violent coup de coude. Ça peut être chaud. T'es responsable. Mais bien sûr que tu es responsable. Bien sûr que tu es responsable. Après, si on a fait les causes, on a fait les choses bien, etc., et que ça arrive, Bah, c'est un sport. c'est un sport. Après, tu vois, voilà. Et tu te prépares pour ça et ça peut arriver évidemment. Tu veux gagner, mais on prépare aussi ces combattants-là à subir ces chocs-là et à cette éventualité-là en tout cas. C'est ça. Mais comme tu as dit, tu as fait les causes, tu as fait le boulot. C'est ça. C'est pour ça que je suis dur. Je suis trop dur. Moi, tu viens chez moi, loisirs et tout, etc., tu vas kiffer. Ouais. C'est la meilleure salle. On fait que de rigoler. Tout se passe bien. Je suis assez sévère dans la technique, etc., mais c'est pour le bien de tout le monde. Ouais. Au moment où tu veux faire de la compète avec moi, il va y avoir des exigences que certains vont trouver un petit peu hardcore peut-être. Mais moi, aujourd'hui, on est en 2025, je le dis clairement, je ne reviendrai plus jamais, ou en tout cas, je ne laisserai plus jamais aucun laisse, tu vois, supplémentaire sur le fait que oui, lui, au niveau du poids, il faut que j'accepte ci. Lui, sur le fait des retards, il faut que j'accepte. J'accepterai plus rien du tout. Voilà. Parce que j'ai essayé un petit peu au début, et je savais, ça a donné les résultats que je ne voulais pas. Voilà. Et aujourd'hui, c'est que comme ça que je fonctionne. Ça plaît ou ça plaît pas. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est à ça. Voilà. C'est ma salle, mais en dehors même du fait que c'est ma salle, moi, j'estime avoir une responsabilité quand je te fais boxer. Ouais, je comprends. Une grosse responsabilité. Et pas que de te faire seulement gagner ou perdre. Ta responsabilité que les choses se passent bien, que je n'ai rien à me reprocher, que tu n'aies rien à te reprocher. Après que tu gagnes, que tu perdes. Voilà. Tu vois. Mais c'est pour ça que encore une fois, que je te ressors l'exemple d'Idrissa. Ouais. Parce que lui, c'est un boxeur qui est dans mon cœur, que j'ai essayé de dégoûter dès le début, qui m'a montré clairement, tu me dégoûteras pas. Ouais. C'est un parfait exécutant. Attention, je lui explique toutes les choses. Ouais. Je lui explique tout. Et à chaque fois, je lui dis, tu as des questions, tu veux comprendre pourquoi je t'ai dit ça? Non, tu veux pas comprendre? Allez, on y va. Par contre, quand je t'ai expliqué ça, dépasse pas 30 ans avec moi. Ouais. Tu vois. Ouais. Et je peux te dire, moi, c'est quoi les exigences? Pour moi, c'est rien. Moi, par exemple, je veux pas que tu ailles tourner dans une salle que je ne connais pas, parce qu'on t'a appelé sans que je sois là. Je ne veux pas. T'es un loisir, t'es libre, fais ce que tu veux. T'es mon compétiteur. C'est-à-dire que ton travail sur le ring, c'est aussi mon travail. Ouais. On s'investit tous les deux. Ok? C'est pas moi, je vais faire un travail, tu vas le gâcher ailleurs. Tu vois? Par exemple, va pas faire d'autres sports où on va risquer de se blesser. Ouais, bah oui. Tu boxes en 70 kilos, toute l'année, t'es à 72, 73 maximum. Ne me dis pas que oui, mon adversaire, il tourne à 78, je m'en fous. Non. Moi, c'est ça. C'est la discipline et Voilà. c'est professionnel. Voilà. Ne me parle pas de cutting. On fait pas de cutting. Non. On n'est pas à l'UFC. On fait de la boxe taille. Des fois, la pesée, c'est le matin, le combat, c'est juste après. Ouais. Me parle pas de ça. Ouais. Me parle pas de ça. Et je suis passé par là. Tu vois, je suis passé par là. C'est même pas pour faire l'ancien, hein, mais ça fait quand même longtemps que je suis dans la boxe. Ça fait quand même très longtemps que je suis dans la boxe. Ouais. J'ai fait des combats, j'aurais pu en faire plus, mais j'ai vu énormément de choses. J'ai vu énormément de choses. Oui. T'as l'expérience et c'est le fruit de ton expérience aujourd'hui. Exactement. Exactement. Simplement. Mais c'est pour ça que tu veux boxer, tu veux. Ok, viens ici d'abord. Ouais. On va partir sur du sparring dur. Et si déjà, sur sparring dur, ça va, t'es encore là, ok, on va plus loin. Ouais. Mais il y a beaucoup d'étapes avant de boxer. Tu sais, entre le loisir et la compétition, il y a un monde. Ouais. Il y a un monde, c'est pas la même chose. Non, c'est clair que ça n'a strictement rien à voir, mais c'est important. C'est important. Tout ce que tu as expliqué, c'est important. J'espère que ça va pouvoir apporter à d'autres et ça va permettre aussi à certains aspirants boxeurs de comprendre l'exigence de certains coachs. C'est parce que tout ça, c'est fruit de nos expériences passées, en fait. Ouais. Et c'est pour ces raisons-là, aujourd'hui, que j'ai un compétiteur. Tu vois, par exemple. Parce que moi, c'est ce que je peux, aujourd'hui, par rapport à tout ce que je fais, c'est ce que je peux donner en termes d'investissement. Tu vois. Parce que c'est 100%. Bah oui. Si on prépare pour un combat, à partir de là, on switch et on est parti, tu vois. Donc c'est totalement normal mais d'avoir cette salle-là. C'est aussi quelque part un petit peu ton identité, parce que la vie de combattant, elle ne s'arrête pas quand on devient coach. Tu es un combattant qui est coach. Oui. Ah oui. Et il y a ton identité, c'est Hichem, c'est ce que tu veux être, c'est ce que tu veux dégager, c'est ce que tu veux donner aussi. C'est normal aussi. Bien Donc, sûr. Bien sûr. Et ces gars-là, ils te représentent quelque part. C'est pas, tu sais, c'est pas possessif ou arrogant de dire ça. Et je pense que... Si certains le prennent comme ça, qu'ils le prennent comme ça, c'est pas grave. Mais c'est pas un sport où on va gagner de l'argent à travers un compétiteur. On vit une expérience ensemble et on vit une aventure ensemble. Ouais. Moi, les boxeurs, clairement, une fois qu'ils rentrent dans le schéma compétiteur, je me pose avec eux et je commence à leur demander c'est quoi leur objectif. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et si leur objectif ne me convient pas, ça m'intéresse pas. Ouais. Tu vois, c'est juste être honnête, hein, tout simplement. Ouais, bah ouais. Moi, en tant que coach aujourd'hui, j'ai envie d'atteindre... j'ai un chemin à suivre. Si tu vas me dévier de ce chemin, ça ne m'intéresse pas. Ouais. D'accord ?
Si par exemple tu me dis, ouais, moi j'ai envie d'être champion de France, mais en fait, toi, tout ce que tu veux, c'est faire 2-3 combats par-ci par-là, t'as aucune ambition, etc. Dis-le moi dès le début. Ouais. Et je vais m'investir à cette hauteur-là. Mm. Tu vois, moi, dès le début, quand j'ai ouvert, j'ai donné énormément de temps. Je suis parti très loin. J'ai fait des plans de carrière pour des boxeurs qui ne voulaient pas du tout de ça. Qui voulaient grave pas de ça, tu vois. Ouais. Et au final, c'était de ma faute. Parce que tu mets la charrue avant les bœufs, comme on dit. Ouais, c'était de ma faute. Mais c'est pas grave, on apprend. Tu vois. Moi, j'ai pas la prétention de dire je connais tout, je suis un ancien, je maîtrise tout. J'apprends tous les jours. Et j'apprends avec mes compétiteurs comme j'apprends avec mes loisirs. Ouais. Et j'apprends tous les jours. Je continue à apprendre. Et je pense que c'est comme ça que je vais évoluer. Ouais. Tu vois, en tant que coach. Et c'est ça mon kiff, tu vois. C'est ça mon kiff. C'est de me dire, je suis encore dedans. Ouais. Et tu continues, ça te passionne toujours. Et c'est pour ça que, encore une fois, au quotidien t'es là. Ouais. On arrive au bout. Je vais te poser une question toute simple. C'est quel regard tu portes sur le Muay Thai d'aujourd'hui, de façon globale en France? Donc ça peut... Compétition, voilà, on peut parler de niveau, on peut parler d'organisation, de ce que tu veux en fait. C'est simplement un regard que tu vas avoir sur le Muay Thai d'aujourd'hui. Ok. C'est une bonne question. Moi je trouve qu'il n'y a que de l'évolution. Ouais. Il y a beaucoup d'évolution. Alors pas qu'en termes de compétition, je te parle de manière générale. Par exemple, tu sais, nous quand on a commencé la boxe, à notre époque, c'était pas un sport qui était accessible à tout le monde. Non. Surtout la boxe thaï. Ah bah oui. Voilà. C'était un sport qui limite se pratiquait dans les caves. C'était un sport hardcore. Fallait être un peu timbré pour le faire. Fallait être fou. C'était un sport hardcore. C'était un sport où il n'y avait pas beaucoup de pédagogie. C'était un sport où c'était tout de suite le contact très violent. Moi, je me suis plus blessé dans mes sparring que dans mes combats. Ouais, bien sûr. Bien plus, tu vois. Oui. C'était dans des salles où c'était bagarre. C'était bagarre. Il n'y avait pas de meufs. Ouais. Il n'y avait pas du tout de meufs. Et là, aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que c'est accessible à tous. Ouais. Alors attention, ça me fait plaisir, oui et non. En fait, moi, je suis content quand je vois que monsieur tout le monde peut pratiquer la boxe, que c'est accessible à tout le monde. Ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Par contre, ce que je kiffe pas, du tout, c'est de voir... bon, là, les beaux jours arrivent, là. De se promener vers les Tuileries et voir des coachs te faire des enchaînements, des 18 coups, de 46 coups à la patte d'ours, qui n'ont aucun sens. Que les gens s'approprient ce sport et commencent à le travestir de manière totalement négative. Ça me plaît pas, par contre. Mais voilà, donc côté loisir, en tout cas, le fait qu'on soit vraiment ouvert, ça me plaît énormément. Par rapport à la compétition, je trouve que c'est cool déjà qu'il y ait accès maintenant à l'information. Que maintenant on peut très facilement voir des combats. Tous les combats sont accessibles. Tu sais, à l'époque, regarder des combats du Lumpini, il fallait aller au Lumpini pour voir des combats au Lumpini. Ou alors que quelqu'un te trouve les cassettes, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était très compliqué. Bah, aujourd'hui, tu te connectes, tu regardes, tu allumes la télé, tu as accès au One. Je veux dire, tous les vendredis, tu as du One, tous les samedis, tu as du RWS, tu as des combats tout le week-end. C'est ouf. En live. Donc ça, je trouve que c'est génial. Ouais. J'ai envie de te dire que le niveau aussi a augmenté. Oui et non. C'est juste que le niveau est plus mis en valeur, plus médiatisé, le niveau français, je te parle. Mais à l'époque, on avait autant de niveaux, voire plus, c'est juste qu'il n'était pas du tout mis en avant. Oui. C'est la raison pour laquelle, en début d'interview, je t'ai remercié de faire ce que tu fais, parce que ça a contribué énormément. Oui, non, mais moi, de toute façon, j'ai un avis arrêté sur la question. C'est pas grave, on peut toujours débattre, mais oui, non. Et oui, je sais, comme on est vieux, on dit toujours que c'était mieux avant. Mais factuellement, moi, j'ai vécu les deux époques, je peux parler. Tout simplement. J'avais pas envie de faire vieux con, tu vois. Et bien sûr, c'était mieux avant. Mais bien sûr, viens-y les choses. On veut pas, Hichem, on veut pas. Mais factuellement. Ouais. Parce que nous, on sait. Voilà. Et c'est pas insulter la nouvelle génération. C'est pas ce qu'on est en train de faire. Non, pas du tout. C'est pas ça. Pas du tout. Et en plus, moi, je prends ma part de responsabilité. Moi, je dis toujours qu'on a appris avec des meilleurs coachs que nous. Et c'est pour ça que cette génération était meilleure que celle d'aujourd'hui. Et c'est peut-être notre faute. En partie. Je prends en tout cas ce qui me revient. Ouais. Voilà. C'est vrai. Après, aujourd'hui aussi, on voit que la boxe ne s'éteint pas, mais le MMA a pris une place tellement grande aujourd'hui qu'on a l'impression que les sports pieds-points sont oubliés. Alors oui et non, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, tu vois, moi, la MMA, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout regarder ça. Mais là, je kiffe de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on voit de plus en plus de striking maintenant dans la MMA. Et là, on oublie
tous les pratiquants de MMA sont obligés de reconnaître qu'ils ont besoin de nous, Bien sûr. qu'ils ont besoin du pied-point. Bien sûr. Et c'est ça que les gens veulent. Et c'est ça qui est efficace, c'est ça qui est beau à voir, c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui attire aussi les gens à regarder du MMA. Ouais. Tu vois, si tu regardes les MMA de l'époque où il y avait que du sol, que du grappling, où ils étaient par terre en train de se tordre, etc., ça intéressait personne. Aujourd'hui, on voit beaucoup, on voit du striking, on voit des genoux sautés. Et ça, c'est quoi ça? C'est la boxe taille. Bien sûr. C'est le pied-point. C'est ça. Oui, d'accord. Donc non, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que le MMA soit bien mis en avant, parce qu'indirectement, ça nous met aussi nous en avant, à fond. C'est... Dis-le plus fort pour les gens du fond de la salle. Vraiment. Qui se mettent en concurrence un peu bêtement. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tu sais que moi, j'ai souvent des combattants de MMA, pour pas citer de nom, qui viennent ici s'entraîner avec moi, en pied-point. J'en ai énormément. Qui viennent, voilà, moi, je suis combattant MMA, est-ce que tu peux m'aider, etc. Ouais, bien sûr. Bah, tu vois. Et je les aide. Et je les aide. Ils auront toujours besoin de nous. Bien sûr. Ils auront toujours besoin de la boxe taille. Ils auront toujours besoin du pied-point. Tu sais, le pied-point, c'est génial, c'est magnifique. Et comme je l'ai dit encore une fois, indirectement, le MMA met en avant le pied-point. Nous met, nous, en avant. Je suis 100% d'accord. Quand je vois mon confrère Rodrigo Alamos à la télé, dans le coin de Nassourdine Imavov, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer de fou. Il gagne un combat sur son striking. Sur son striking, face à un putain de striker. On est d'accord. C'est pas face à n'importe qui. Hein. Ouais. Face à Israël Adesanya. Exactement. Qui à la base est un striker. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que c'est... Qui à la base un mec qui a gagné tout en pied-point, qui a fait du glory, qui a... Voilà. Tu vois. C'est quelque chose qui doit revenir vers nous en se disant avec fierté, voilà ce qu'on est capable de faire. Grave. Grave. Au lieu de se mettre en concurrence en disant ils nous sont passés devant et nous on est à l'abandon et on voit trop le MMA. Je vous invite à voir les choses comme Hicham vient de l'expliquer, différemment, tout simplement. Ouais, exactement. Après, c'est à nous aussi de se bouger aussi. Parce que même si ça aurait été de la concurrence, pour moi, la concurrence, c'est quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui va t'aider à te pousser à aller plus loin, à ouvrir d'autres horizons. Donc, c'est aux organisateurs aussi, maintenant, de boxe taille, de faire plus d'événements. C'est à nous, les compétiteurs aussi, de proposer mieux. Enfin, les coachs et les compétiteurs aussi. C'est à nous aussi de continuer de nous battre. Tu vois ? Si demain, ce que je n'espère pas, et ce que je pense qu'il n'arrivera jamais, mais si demain la boxe taille s'éteint, ce sera jamais à cause du MMA ou à cause du cricket ou à cause du foot ou quoi. Ce sera à cause de nous. On avait 30 ans d'avance quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolé. Moi, en tout cas, j'ai aucune inquiétude face à ça. Moi, je suis très content que le MMA soit médiatisé. Tout ce que j'espère, c'est que la boxe taille le soit encore un peu plus. C'est tout. Bah écoute, ce sera une conclusion parfaite. Parce que c'est deux questions en une, mais tu as répondu aux deux questions, donc c'est impeccable. Cham, on pourrait parler des heures, mais c'était un super échange. De fou. Merci. On peut rester encore si tu veux. Je rigole. Il y aura d'autres choses à faire de toute façon, mais en tout cas, c'était un super échange, évidemment. On se connaît depuis longtemps, donc je savais aussi que ça le ferait. Mais, en plus, vu que on vient de la même génération, en fait, quand je parle, tu captes tout de suite ce que je veux dire. J'espère que ceux qui vont regarder cette vidéo vont un petit peu réussir à capter ou à comprendre. C'est dur à comprendre parce qu'il y a des choses, il faut les vivre aussi pour les comprendre. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on essaie de vous le faire vivre à travers ces conversations-là. En tout cas, c'est le but de la chaîne, en tout cas. Donc écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hicham. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis, restez branchés, puisqu'il y a d'autres épisodes qui arrivent. On est prolifique en ce moment avec Arnaud, le producteur de l'émission. Et un Port Fight, merci de m'accompagner et de sponsoriser ces émissions. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bien, ouais. Au top. C'était lourd, c'était bien.